Josine Filion. Salut! Salut. Bienvenue dans mon appartement. Yes. Si. Merci d'avoir accepté d'être venu ici. Ah, ça me avec fait vraiment nous. plaisir. On va espérer avoir une bonne discussion avec quelqu'un qui a un parcours qui m'impressionne beaucoup. Pour avoir fait pour avoir eu le rêve olympique moi-même, puis être conscient de ce que ça prend pour s'y rendre. Premièrement, félicitations pour toute ta carrière. Merci. C'est gentil. Donc, le Tokyo 2020, ça se passe-tu? J'aimerais ça être là. Ouais. Pas comme athlète. Ah ouais, OK. ouais. Tu vas y aller pour commenter, peut-être? Je vise ça. Cool. Je vise d'y aller comme analyste. Ça va se passer, je suis sûr. Ouais, je pense que oui. Ouais, parce que tu as commencé déjà la carrière d'animation à la télé. Comment tu trouves ça? Je trouve ça, j'aime vraiment ça. Ça fait longtemps que je veux faire ça dans la vie. Je pense que la première fois qu'on m'a interviewée pour une performance sportive puis que je devais parler à la caméra, j'ai regardé la fille qui m'interviewait, j'ai fait « Ah, c'est ça que je veux faire dans la vie. Ouais, fait qu'à partir de là, je pense que j'avais 14-15 ans. On parle de un petit bout. Là. Oui, non, c'est ça. J'avais 14-15 ans, fait que j'ai enligné mes études en com pour ça. Puis avant, je voulais devenir architecte, mais... OK. Architecte et athlète olympique, des fois. C'est plus difficile comme pas combo. Évident. Là. Fait que je me suis alignée là-dedans, puis j'adore ça. Fait que pendant que tu plongeais, t'étudiais en même temps? Oui. Ah ouais, OK. Oui. Jusqu'à ma mi-bac, c'était possible. Après ça, c'est trop. j'ai mis une pause sur c'est les sûr. études. Ouais. C'est certain. Il n'y avait pas... nous, où est-ce qu'on est allé à l'école? On était en sport-études. Est-ce que tu as fait... On était au PEPS à l'Université Laval, mais on étudiait à Cardinal-Roy, qui est une école en Basse-Ville. Puis il y avait un programme de plongeon à Québec qui était quand même, qui me semblait solide. Sûrement des gens que tu connais là-dedans. Absolument. En fait, Maxime Morneau-Ricard, tu dois connaître. Même François Imbaudulac, qui est allé aux Olympiques, qui a été là avec nous autres. Exact, c'est mon coéquipier. À Londres 2012 et pendant tellement d'années sur l'équipe nationale. Lui, il plonge encore d'ailleurs d'habitude. Il plonge encore? Oui, encore. Crème. Il a été blessé, je pense qu'il n'est pas allé en 2016, ça se peut-tu? Il est arrivé avant 2016, c'est assez... C'était tellement dommage. Juste avant la qualification olympique, François glisse sur la planche, se fait mal dans le dos, ne peut pas participer aux essais olympiques. Ouais. C'est ça qui arrive. Détails, ça peut tout changer. Là. C'est une blessure. Toi, tu étais blessé aussi, je pense, en 2016. Oui, 8 mois avant les Jeux olympiques, je me suis cassé la cheville. Tu devais capoter. Je voulais mourir. C'est sûr. Et pour vrai, je pense que c'était la pire année de ma vie. Aïe. Ouais, juste parce que moi, dans la vie, j'ai été très chanceuse. Dans ma carrière, j'étais jamais blessée. J'ai, à part, j'avais mal au poignet, j'ai un peu mal dans le dos, mais jamais quelque chose qui m'a empêché de m'entraîner plusieurs jours consécutifs. Et là, on est à 8 mois des Jeux. Je le sais que c'est mes derniers Jeux olympiques à vie en carrière. Et là, le docteur m'a dit, excuse, il faut qu'on te mette dans le plâtre pendant 2 mois. Ça veut dire que je peux pas plonger pendant 2 mois. Et ma dernière chance de me qualifier pour Rio était dans 2 mois. Ouais, fait que celle-là, je l'ai pas trouvée drôle. Aïe. Fait que là, c'était juste de l'entraînement à sec. L'entraînement, qu'est-ce que tu pouvais faire? Dans le fond, c'est aussi là que j'ai réalisé que j'avais une équipe de feu. Parce que tout ce qu'eux ont fait autour de moi, ça gérer la nutrition, gérer ma tête, gérer mes rendez-vous, gérer tout le médical, tout le suivi avec mon coach de plongeon. Il m'avait amené à une clinique me faire une botte pour aller dans l'eau pour que je puisse nager, garder mes muscles alertes. C'est sûr que là, mon mollet, il s'est atrophié, mais que je perde pas ma masse musculaire. Fait que j'ai continué à tous les jours à m'entraîner avec soit ma botte dans l'eau ou en dehors de l'eau, à faire de la visualisation de mes plongeons. Je suis dans mon bain, puis là, je m'imagine à faire mes plongeons, les yeux fermés, puis... il y a vraiment tout ça. C'est fou. Puis dans ces sports-là, comme la natation, c'est la même chose. Il y a des essais olympiques. Puis les essais olympiques, c'est plus dur que les Jeux. Miss, Vraiment. Au Canada, sûrement, en plongeon, en tout cas. Je me souviens des essais olympiques de 2012 en natation qui étaient au Stade olympique. Et j'avais assisté à ça. J'avais jamais vu ça. Puis le sport de la natation est quand même plus gros que le plongeon parce qu'il y a 3 fois plus de participants. C'était immense. Les estrades étaient remplies. C'est un timing. T'étais là, tu participais. Puis c'est vraiment hallucinant. Là. C'est une question de temps, de secondes. Puis à part vraiment pour
la mecque plus ultra des nageurs. Fait que là, tu avais peut-être Ryan Cochrane à cette époque-là qui était assuré d'y aller, même s'il faisait une contre-performance. Il était déjà médaillé olympique. Ouais, c'est ça. Mais tu es obligé de faire une grosse performance pour te qualifier pour les Olympiques. Sauf que si tu arrives à cette journée-là, où est-ce que c'est ton épreuve pour la qualification, puis que tu es off cette journée-là, il n'y a pas de deuxième chance. Non, là, tu sais. C'est terminé. En plongeon, par exemple, il y a un système de pointage qui se cumule tout au long de l'année pour justement pas envoyer quelqu'un qui sort de nowhere aux Jeux olympiques. Quelqu'un qui n'a pas de constance. Exact. Faut que l'athlète ait démontré une bonne constance en performance tout au long de l'année, même l'année précédente, qui permet d'accumuler un pointage. Est-ce c'est une très bonne idée. Est-ce que le contraire fonctionne aussi? Est-ce que si tu es un athlète qui a accumulé un bon pointage, mais que ça floppe complètement aux essais, est-ce qu'il y a une façon d'y aller quand même? Ça dépend des autres. Si tu as accumulé assez de points pour que personne puisse te rattraper, même si tu rates. Sinon, il y a quand même une bonne bataille généralement là, entre les athlètes pour... Par exemple, si une plongeuse... Je vais me prendre comme exemple. En 2012, j'avais fait des bons pointages, mais j'étais un peu en deçà de ce qu'une plongeuse avait fait et qui était Megan. Megan avait déjà son spot quasiment confirmé tellement qu'elle avait fait de points durant l'année. Et moi, je me battais contre une autre fille. Je devais absolument gagner l'épreuve pour aller aux Jeux olympiques. Généralement, parce que Megan prenait la deuxième place. Mais tu n'y allais pas déjà en duo avec Megan? Oui, j'y allais déjà, mais pour y aller en solo. Exactement. Pour être inscrit à l'épreuve. Exactement. Je devais absolument gagner. C'était la première fois que pour une compétition, j'avais pas deux chances, j'avais pas deux spots pour moi, il y en avait juste un. Fait que c'était un... Le stress, quand même. Exactement. Puis, c'est la ronde préliminaire avec des points qui se cumulent. Donc, les 10 plongeons que je devais faire, les 10 comptaient. Fait que c'est assez intense. Ouais, c'est tough. Tu dois arriver le soir de ces compétitions-là, le soir des finales, mettons. Là, complètement brûlé. Tu dois être morte complètement. Ouais, vraiment. En termes d'effort physique, c'est pas la chose la plus longue physiquement, mais c'est le stress mental de tout ça. Ça doit te drainer complètement. C'est tellement un sport psychologique, ça n'a aucun bon sens. Complètement. Si ta tête n'est pas là une journée, c'est fichu. Là. Ouais. Moi, je dirais que le plongeon, c'est 80% mental, 20% physique. Vous avez tous des psychologues sportifs, sûrement. Oui, c'est sûr. Absolument. C'est tellement nécessaire. Parce qu'en natation, tu as des meilleures, tu as des moins bonnes journées, mais tu plonges dans l'eau, tu fais de ton mieux, puis tu touches, puis tu regardes le temps que tu as fait, mais en plongeon, ton petit orteil n'est pas rentré correct, là, ça change mais tout. Puis... C'est aussi que c'est un sport évalué, c'est un sport jugé. Une chose qu'on ne contrôle pas. La natation, oui, tu contrôles ta vitesse, tu contrôles ton temps. Il n'y a pas personne qui peut, je pense pas, tricher ton temps. Non. Il y a des arbitres qui peuvent des fois prendre des décisions avec lesquelles tu n'es pas d'accord, mais c'est plus rare. Tu peux ne pas être d'accord, mais tu sais, reste que ils ont des faits. Là, la plupart du temps, c'est fondé. Exactement. Fait que nous, il y a une partie qu'on ne contrôle pas. Donc, il y a ça qui entre en ligne de compte, mais... c'est stressant. C'est un plongeon à la fois. C'est pas... t'as un 15 secondes, tu te donnes à fond. C'est que des fois, la compétition peut durer une heure. C'est ça. Puis c'est une heure de stress. J'ai écouté un documentaire sur Tom Daley, plongeur anglais. Puis lui, une fois, il a raté aux Olympiques son plongeon twist, je sais pas trop. Là. Puis à partir de ce moment-là, il était bloqué. Puis à chaque fois qu'il le faisait, ça chiait. Chaque fois. Ce qui est arrivé pour lui, c'est que ce plongeon-là, ça s'est passé dans sa finale, chez eux, aux Jeux olympiques de Londres. Tout le monde voulait qu'il gagne l'or. Il y a un flash dans les estrades qui part. Donc, c'est pour ça que quand tu arrives dans une piscine, il ne faut pas que tu prennes des photos avec un flash parce que ça dérange les athlètes. On voit des spots de lumière qui dérangent et on peut se perdre dans les airs. C'est ce qui est arrivé. Il s'est pas perdu, mais ça l'a dérangé. Et c'est son premier plongeon. Fait qu'il il demande au juge... Regarde, j'ai ça qui m'a dérangé. Peux-tu le refaire? Ils disent oui. Il le refait, il réussit. Puis à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais été capable de refaire ce plongeon-là. Il a dû en apprendre un nouveau parce qu'il était bloqué. Il n'était plus capable de faire ça. C'est fou, ça. C'est vraiment fou. C'est traumatisé. Puis finalement, à Rio, là, il allait pour l'or, puis il est arrivé. Il a fait le record du meilleur pointage le matin, au préliminaire. Puis après ça, son mental a décroché. Il a fini 18e.
Il n'a même pas fait la finale. Ouais. Je me souviens d'être dans les estrades à regarder. On était l'équipe canadienne et l'équipe anglaise, on est super proches. On est des très bons amis, fait qu'on est tout le temps assis les uns à côté des autres. Plus de compétition avec eux autres. C'est avec les Commonwealth. Exact, mais c'est vraiment juste dans l'eau. En dehors, là, c'est super amical. Moi, si je m'en vais à Londres... non, mais ça, vous avez plus de compétition à vous croiser. Là, mettons. Exact. Puis on regardait, puis on était comme... pour que Tom fasse la finale, il a besoin de 10 pour tous les juges. Sur son dernier plongeon. Ça se peut. Lui, il est capable de le faire. Oui, mais les chances que ça arrive dans une ronde préliminaire aux Jeux olympiques, c'est rare. Puis finalement, il l'a complètement raté. Puis il était comme... Tom Daley, champion du monde, un des meilleurs au monde, ne fera pas la finale olympique, donc pas de médaille. Puis quand t'es comme un icône, lui, c'est un icône là-bas, là, c'est ultra connu comme athlète. Partout dans le monde. Impossible de se déplacer sans se faire remarquer. Impossible. Puis la pression que tu dois avoir, ça doit avoir aucun bon sens. C'est là que tu vois que, toi, tu l'as en 2008, en Chine, tu l'as vu, tu l'as vécu, Michael Phelps. C'est là que tu vois à quel point les exploits que lui a réussi au courant de sa carrière sont surréels parce qu'il ratait jamais. Il n'a jamais choqué. Quand il a fait une contre-performance, fait que genre au 404 nages à Londres, il est arrivé 4e. C'était une contre-performance, mais c'était mieux. Même lui et son coach le disent, le temps qu'il a fait, c'était mieux que son niveau d'entraînement. Parce qu'il s'était tellement pas entraîné avant 2012, il s'était tellement pas entraîné. Il avait comme pris une semi-retraite, il était revenu. Après ça, il avait fait le party un petit peu trop après 2008, mais... il y a eu des photos à l'appui. C'est ça. Ça, c'est un gros dossier. Mais puis c'est que lui, il a jamais choqué. Jamais. Non. Puis une carrière sans choquer, jamais. C'est fou, là. C'est très rare. C'est vraiment rare. Ouais, faut que tu sois tellement un mental solide. d'acier. Ouais, c'est clair. Ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as des anecdotes de moments de choke ou de... Ouais. Puis justement, les Jeux olympiques de 2008. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il n'y a personne qui peut te préparer à ce que c'est les Jeux olympiques. Non, sûrement pas. Tu le regardes à la télé. Moi, j'ai toujours rêvé à ça. Même avant de savoir ce que ça voulait dire, les Olympiques, je regardais ça à la télé. Je voulais être ça. Puis, tu vois des anneaux partout, tu y rêves, tu t'entraînes pour ça. Puis, à un moment donné, quand tu arrives, quand on te dit tu vas aller aux Jeux olympiques, OK, c'est hot, mais tu le sais encore pas c'est quoi tant que tu n'arrives pas là-bas. En arrivant là-bas, en Chine, il y a des anneaux partout. Tout le monde te rappelle que tu es aux Jeux olympiques, que c'est la plus grande compétition de la vie, qu'il n'y a pas d'autre niveau après ça. Que c'est à ça que tu rêves depuis que tu es tout petit. C'est ça. Tout le monde, tous les journalistes veulent te parler. Tout le monde, tout d'un coup, a le goût d'être ton ami. C'est assez particulier. Puis le moment que je suis montée sur la plateforme dans du bain, je faisais le plongeon synchronisé seulement avec Meg. Puis en Chine, tout est puissance 10. La piscine était tellement grande. Les estrades montaient à je sais pas jusqu'où. Il y avait peut-être... C'est 3 fois plus gros que le Centre Bell. C'était immense. Le plongeon était dans le Water Cube? Oui, exact. Et le plongeon est le sport national de la Chine. Ouais, ben c'est ça. Eux autres, là-bas, c'est pas des jokes. Là. Non, c'est vraiment pas des jokes. Et c'est pas le hockey sur glace. Non, et c'est des spectateurs très bruyants. Ah ouais? OK. Fait que le premier plongeon qu'on monte, qu'on nous annonce... J'avais les jambes qui shakaient, je capotais parce que c'était ben trop gros pour ce que je pouvais gérer. Tu sais, une fois que tu as brisé la glace, ça va bien, puis qu'une fois que tu suis un peu la compétition, évidemment, moi, je suis aux Olympiques, je gagne une médaille, c'est ça que je veux. Mais tu sais, c'est pas de même que ça se passe. Puis aux Jeux olympiques, t'arrives là-bas, tabarouette, tout le monde est bon. Tu fais des compétitions toute l'année. Tout le monde veut gagner autant que toi, en plus. Tout le monde s'entraîne durant l'année, puis tu dis, je suis meilleur que ce duo-là, je les ai toujours battus. T'arrives aux Jeux olympiques, tout le monde est au top. Fait que de un, ça surprend parce que tout le monde est bon, puis t'as pas le droit à l'erreur jamais. Puis c'est vraiment là, tout au long de la compétition, on voyait que personne ratait, puis on se mettait de la pression. Puis ça on a fini 7e. Sur 8. Est-ce que j'arrête? Des fois, je le dis pas. Je dis aux gens, j'ai fini 7e. Mais non, mais bravo, c'est super bon. Ouais, est-ce que tu sais pas ce qu'on était 8? Fait que, tu sais... les 8 meilleurs duos. Ouais. C'est quand même ça. Il y en a quand même pas mal d'autres après. Ouais. Non, c'est sûr. Mais celle-là, pour vrai, celle-là, on l'a choqué. Mais ça a tellement
Ça doit tellement être énorme. Tu sais, moi, j'ai fait 3 essais olympiques dans ma carrière, puis j'ai fait une fois une finale A aux essais olympiques, fait que c'est un top 8. Puis il y a ce qu'on appelle le March On, fait que c'est comme la parade des athlètes. Puis moi, j'ai complètement choqué. Le moment était beaucoup trop gros pour moi. Là, j'ai choqué. J'ai fait pas nécessairement une grosse contre-performance. J'ai pas fait un best time dans le moment où est-ce qu'il faut que tu en fasses un. Là, ouais. Mais tu marches, puis là, il y avait les estrades étaient pleines. À une compétition de natation, des estrades pleines. J'ai jamais vu ça de ma vie. Là, Puis c'est juste trop gros. Le moment était juste trop gros. J'étais pas prêt pour ça. Puis ça a juste... Mais la marche avant, c'est pire. C'est que là, t'es on the spot. Mets-moi tout de suite dans ma compétition. Mais en même temps, tu sais, moi, je prenais le feel de la crowd. Je me dis, là, je vais me pomper. Là, ils te présentent, c'est ton moment de shiner sans que t'aies fait de performance encore. Mais c'est le moment où t'as un petit mal de cœur avant. Mais ça te laisse trop de temps à penser à ce que tu t'en vas faire, tu sais. Si tu vas direct, ça fait moins, mais t'as 2 minutes à genre, si je m'en vais plonger. Mais là, attends, avant la présentation, t'as comme 20 minutes à être dans une salle avec les finalistes. C'est ça qui est long. Fait que c'est tellement long. C'est qu'en plus, c'est que t'analyses les autres, tu sais, quand t'es là. Même si tu veux pas le faire, là. Tu spots qui c'est qui est stressé, qui parle aux autres. C'est qui a l'air loose. Puis il y a comme une espèce de mind game aussi dans ça. Là. Tu veux avoir l'air relax, tu sais. Tu veux avoir l'air pas stressé. Fait que tu fais des jokes, mais en faisant des jokes, tu sors de ta zone. Toi, tu faisais quoi? Tu mettais la musique ou bien tu jasais? Qu'est-ce que tu faisais? Moi, jasais. Ah ouais? Ouais, moi, pour sortir de mon stress, je jase. OK. Ouais. Puis quand j'étais en ma compétition... Quand je plongeais avec Megan, tout ce qu'on faisait, c'est on jasait. On avait un écouteur dans chaque oreille, puis on jasait. Mais de tout et de rien, là, ça n'avait aucun rapport avec le plongeon. Juste à temps qu'il appelle notre nom, on jasait. OK. Ouais. Dans les entraînements, notre coach était là au bord de la piscine, il nous sifflait pour arrêter de parler. Mais de toute façon, c'est pas là que tu vas dire OK, là, fais attention il est trop tard. Ton entraînement, il est fait, là, tu sais ce que tu as à faire. Puis entre les deux, c'était moi la stressée. C'était Megan qui, à un moment donné, il fallait qu'elle me sorte de mon stress. C'était comme OK, c'est beau, tu peux relaxer. Là. On fait juste comme d'habitude, ça va. Fait que à partir de là, ça allait bien. Mais le fait que ça a mal été, entre guillemets, en 2008, ça fait que tu arrives en 2012, tu sais c'est quoi. Oui. Puis là, tu es prêt à être solide. Là. Exact. C'est ça qui est arrivé aussi. Oui, tout à fait. Parce que quand on est arrivé à Londres en 2012, on s'est dit, mais je le sais c'est quoi. Je le sais à quoi m'attendre. Je suis plus impressionnée de qu'est-ce que c'est les Jeux olympiques. T'sais, moi, je me dis que mes 3 Jeux olympiques m'ont appris 3 choses différentes. La première, c'était l'expérience. La deuxième, c'était la performance. Puis la troisième, je veux dire, c'est la domination. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Mais c'était là où je me laissais aller. Fait que, tu sais, l'expérience nous a servi pour beaucoup à notre deuxième expérience aux Jeux olympiques. Puis ça fait toute la différence quand tu vois des nouveaux duos qui ont pu le shake parce qu'ils n'ont jamais fait ça aussi. Fait que... à part des exemples vraiment précis puis uniques, c'est rare le monde qui sont vraiment bons à leurs premiers Olympiques. Ça arrive. Ça arrive, il y a quelques exemples. Il y a tout le temps une ou 2 personnes qui ressortent du lot qui n'ont pas rapport. Quasiment par naïveté. Oui, parce que. Penny Oleksiak, mettons, en Rio, elle, c'était comme c'est quoi, c'est une compétition normale, puis la gang médaille d'or au 100 crans. Elle est dans l'ange des athlètes le soir. Ça me tente pas. C'est ça. On est elle a 16 ans, ça comprend rien. Nous autres, on est là. Bon, c'est parce que là, je suis pas capable d'aller me coucher parce que demain, je compétitionne. Elle a été foirée puis elle relaxe. Mais c'est parce qu'elle a rien à perdre. Ouais, c'est ça. La première. Les athlètes, en général, se mettent beaucoup de pression parce qu'ils se disent peut-être que c'est ma seule chance. Mais elle arrive là, elle a 16 ans, elle a rien à perdre. Elle se dit, j'ai encore 10 ans de carrière devant moi. Exact. Pas de stress. Elle s'est juste laissée aller, puis ça a fonctionné. Ouais, ça, c'était impressionnant. Michael Phelps, ses premiers Jeux olympiques, il était bon, mais il avait 15 ans. Il est arrivé 4e au 200 fly. Ouais. À 15 ans, l'année d'après, il faisait le record du monde. 4 ans plus tard, il gagnait 6 médailles d'or, 2 d'argent. Ouais, c'est ça. Quand même, plus ça avançait, mieux c'était ses performances. C'est ça, vraiment. Il y en a qui piquent à 15, 16 ans, 17 ans, puis après ça, tu restes là, puis t'es bloqué là. Ça doit être tough. Ça doit être vraiment tough. Ouais, c'est clair. Moi, dans ce sujet-là, j'avais la liste de tes médailles internationales. Puis la liste des médailles internationales, elle saute de 2005 à 2012. Ouais. Comment c'est ça? Comment c'est pour un athlète qui met tant d'heures, parce que c'est sûr que t'as pas... je sais pas exactement c'était quoi ton régime d'entraînement à ce moment-là, mais c'est sûr que t'as pas ralenti tant que ça
Non, en fait j'ai gagné des médailles tous les années de ma carrière. C'est juste qu'au championnat du monde aquatique, entre 2005 et 2013 j'en ai pas gagné. Championnat du monde, j'en ai gagné au Grand Prix, les séries mondiales, mais les championnats du monde aquatique... OK, les championnats de la FINA. Oui, exactement. C'est en ce temps-là. Je finissais toujours 4e. Puis est-ce que ça, c'est vrai, c'est à part les Olympiques. C'est la grosse compétition. C'est la grosse compétition. Comme en natation. À chaque 2 ans, il y a ça. À chaque 4 ans, les Olympiques. Exactement. Il y a ça où tous les athlètes sont réunis. Tout le monde est là. C'est un mini-Jeux olympiques. Oui, c'est ça. Puis, mais même, je regardais même les Commonwealth puis les Pan Packs. Pendant ces années-là non plus, il n'y avait pas de... sur la liste des médailles que j'ai regardées, ça n'arrivait pas non plus. Est-ce que c'était encore le même principe d'une 4e place, d'une 5e place? J'ai gagné des médailles. Oui, entre 2005 et 2013. J'ai fait les Panam en 2011. J'ai gagné une médaille d'argent là. Les Jeux du Commonwealth aussi. Non, c'est pas vrai, les Jeux du Commonwealth, j'ai pas eu de médaille. Ouais, c'est vrai. Parce que ça a mal été. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Meg était pas là, elle était blessée. Fait que j'avais pris le relais en synchro avec une autre fille qui était pas habituée du tout. Puis, c'est sûr que... C'était Megan a décidé de pas venir au Commonwealth 3 jours avant le départ. C'est un peu rough. Tu peux pas remplacer une chimie des années de travail. Non, impossible. Je l'ai faite parce que le pays devait participer puis que c'est une tradition puis c'est correct, mais... je l'ai pas refaite après. Mais non, c'est un long processus. Il y a beaucoup de compétitions en plongeon, il y a beaucoup de circuits, puis il faut toujours performer, il faut toujours améliorer. Puis quand on teste des choses, ça marche, puis des fois, ça marche pas. T'sais. Fait qu'il y a eu une période où ça a été un peu plus rough dans la carrière, même si j'avais quand même des bons résultats, mais j'ai l'impression que dans ma carrière, j'ai comme été à mon meilleur vers la fin. Dans les 4-5 dernières années, c'est là où j'ai été le meilleur. Une carrière qui est longue quand même, quand tu regardes ça. De 2005, même plutôt avant ça. J'ai plongé pendant 20 ans. J'ai été sur l'équipe nationale depuis que j'ai 14 ans. Aïe, aïe. Fait que ça fait un petit bout. Reculons un petit peu, justement, en 2005, quand c'est arrivé. Moi, je me rappelle, toi, tu travaillais... Moi, j'étais là, j'étais présent. Non! J'étais bénévole pour vrai? au championnat du monde aquatique. J'étais le gars... J'étais un peu l'équivalent de celui qui ramasse les balles au tennis. Là. Moi, je ramassais les paniers de linge. Tu sais, dans le fond, les athlètes font leur parade. Puis là, ils mettent leur linge dans un petit bac. Moi, j'allais chercher le petit bac, j'amenais ça quelque part. Mais c'était vraiment une belle expérience. Tu sais, pendant une semaine, j'ai rencontré... les grands athlètes. Tous mes idoles, tu sais, j'ai pris des photos avec, sauf Michael Phelps. Il y avait eu on s'était fait dire explicitement, n'approchez pas Michael Phelps. Il était jeune en plus dans ce temps-là. C'était tout de suite après les Olympiques de 2004. Puis c'est un des meilleurs nageurs au monde à cette époque-là, mais il se faisait tellement achaler. À un moment donné, il a dit là, dites à tous les bénévoles, tout le monde, personne ne doit m'approcher. Fait que... Mais je suis pas surprise. Moi, j'ai une mauvaise expérience avec Michael Phelps. C'est vrai? Ah ouais? Raconte-nous ça. Raconte-nous ça. On veut les patins. Dans le village des athlètes aux Olympiques, il y a plein de vedettes. Des joueurs de tennis, un Michael Phelps, du monde qui sont mondialement plus connus que Michael Phelps pour la plupart. Raphaël Nadal, il y a sûrement plus de monde qui le connaissent. Usain Bolt, tu as tous ces gens-là, les joueurs de la NBA, des États-Unis Mais sont eux autres, à Rio, il y avait un bateau. Ils s'étaient loués un bateau. L'équipe de la NBA, le Dream Team qu'ils l'appelaient, là, ils se sont loués un bateau de croisière parce qu'ils voulaient pas être dans le village avec tout le monde. Il habitait là. Moi aussi, je comprends. Parce qu'ils se font achaler tout le temps, même par les athlètes. Je me souviens d'avoir vu LeBron James dans la ligne au McDo en 2012. Puis, d'un moment donné, les athlètes l'ont spoté. Puis, évidemment, il est beaucoup trop grand. Tout le monde s'est lancé au McDo. Puis, si t'es là pour performer, t'es en compétition, t'as pas le goût. Ça, je comprends. Ouais, moi aussi. Je le comprends complètement. Mais on revient à Michael Phelps. Je suis intéressé par cette il est assis, on est à la cafétéria, on mange. Nous autres, on est assis juste à côté de lui. Il mange. Et là, on veut le voir, on veut une photo, on veut lui parler, tu sais. Puis il dit, là, je suis après manger, dérangez-moi pas. Après. Fine, ça va, correct.
Mais il se pousse. Il s'est sauvé. Il voulait pas prendre de photos, il voulait pas parler au monde. Mais moi, j'ai un Novak Djokovic qui sourit, qui parle à tout le monde, qui est super gentil. Même Usain Bolt, il s'arrête pour jaser au monde. Moi, je suis fan, mais pas fan. Mais Usain Bolt, c'est un showman, c'est quelqu'un qui est à l'aise. C'est pas tout le monde. C'est pas parce qu'il était un athlète de meilleur au monde qui était à l'aise socialement. Mais même, mettons, un Andy Roddick, pas Roddick, mais Andy Murray, qui est un peu introverti, qui est un peu gêné, mais qui prend le temps de prendre une photo, d'être gentil. Mettons qu'on prend l'exemple des joueurs de tennis, on s'entend que les Olympiques, gagner les Olympiques au tennis, c'est un petit peu une cerise sur le sundae, mettons, là, tu sais. Oui. Alors que t'as 4 Grand Slam, où est-ce que gagner ça, c'est plus prestigieux pour les joueurs de tennis. Ouais. Tandis que si tu prends l'exemple de Michael Phelps, gagner les championnats du monde, c'est même moins... c'est moins haut que les Olympiques. Puis gagner les Olympiques, c'est la chose. C'est ta compé. Je peux comprendre que, mettons, Djokovic, il se promène dans le village puis il trippe parce que aller aux Olympiques, la vie de village, on en parlera plus tard, mais la vie, ça doit être malade mental, ça doit être vraiment le fun. Puis lui, je peux comprendre qu'il va là un peu pour le trip, pour s'amuser aux Olympiques. Mais c'est quand même sérieux. Puis pour eux, ils ont une pression de bien représenter leur pays. C'est sûr et certain. C'est pas petit. Tu regardes un Novak Djokovic qui est dans le top 3 mondial tout le temps, où ça bouge souvent. Que là, il arrive aux Olympiques, puis c'est les couleurs de son pays qui représentent. Son pays gagne pas grand-chose. Son pays gagne pas beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques. Fait que lui, il va arriver puis dire moi, je fais ça pour mon pays. Il y a comme une fierté dans ça. C'est sûr. C'est clair. Fait que c'est autant de pression, puis tu le vois qu'il se donne autant que dans un grand tournoi, mais tu sais, c'est sûr que socialement, lui, il est super impliqué. Lui, il aime le monde, mais tu sais... t'avais un Ronaldinho qui était là puis qui prenait des photos avec tout le monde. Fait que ça varie de sport en sport, mais en général. Roger Federer est aux Jeux olympiques, il veut pas se faire écœurer, puis il y a aucun problème, mais il reste à l'hôtel. C'est ça. Il se mêle pas. Michael Phelps pourrait faire ça s'il veut vraiment pas se mêler au monde. Il pourrait rester à l'hôtel. Serena Williams, elle le fait. Elle reste pas dans le village. Il y a des moyens pour. Fait que ça dépend ce qu'ils veulent. Mais on allait parler justement en 2005, ça a été votre big break. Oui, c'est vrai, on allait parler de ça. Ça a été là que vous êtes sorti un peu de nulle part. Vous avez surpris tout le monde. Complètement. Nous, les premières. Ça, c'est un des high points de ta carrière, sûrement. Complètement. Quand on me demande c'est quoi les meilleurs moments de ma carrière, outre les médailles olympiques, oui, je suis extrêmement fière de ça. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est celui-là. C'est les championnats du monde à Montréal en 2005. Megan et moi, je viens juste d'avoir 18 ans. Megan a 16 ans. On est les rookies de l'équipe nationale. On a un Alex Despatie, une Émilie Emmons dans l'équipe. Les journalistes veulent pas nous parler parce qu'ils nous connaissent pas. Ils veulent juste parler à Despatie. Vous avez une équipe chevronnée. Non, c'est ça. Puis nous, on est là. À quel point t'es bon, tu vas être dans l'ombre de ces deux-là. Puis nous, à la base, on n'est pas supposé d'être là parce que on s'était pas qualifié au niveau individuel. Puis en synchro, on était chanceuse parce qu'il n'y avait pas d'équipe. Fait que, vu que c'était à Montréal, ils ont décidé de nous envoyer. OK. Vous étiez comme l'équipe haute. Là. Exact. Fait que comme c'était chez nous, ils ont pris l'opportunité de nous envoyer et nous dire, regarde, on est à la maison. Ça doit pas nous coûter bien cher. Allez-y pour le fun. C'est ça. Fait que allez-y. Ça va être une bonne expérience. C'était mes premiers championnats du monde senior. Puis, c'est malade. Ouais, fait que à la maison, devant famille et amis. Puis tu sais, je comprenais pas l'ampleur de cette compétition-là. Je t'attends que Meg et moi, on monte sur le 10 mètres. Il y a pas un chat qui sait c'est qui Roselyne Filion, Megan Benfield. Mais quand t'as la feuille du Canada sur ton costume de bain, tout le monde t'aime. Sur Montréal, c'est le parc Jean-Drapeau. Exact. Ils ont appelé notre nom. Puis même avant qu'ils disent nos noms, ils nous ont vus monter sur la plateforme. La foule s'est mise à crier. Ça avait aucun bon sens. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Puis le premier réflexe, c'est de partir à rire. De dire, mais ils savent-tu qui on est? Ils sont au courant qu'ils nous ont invités ici parce que si j'habite l'autre bord. C'est ça. T'es comme, mais ils nous connaissent, comment ça? Tu sais, c'est notre première expérience. Mais finalement, puis
encore là, un peu comme ce qu'on disait sur les Olympiques ou Penny Oleksiak, on n'avait rien à perdre. On était là pour s'amuser, pour avoir du fun. Puis ça a fini qu'on a gagné la première médaille du Canada à ces Jeux-là, tu sais, devant tout le monde. Et ça a levé. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à nous reconnaître, à s'intéresser à nous, à suivre un peu notre carrière à partir de ce moment-là. Oui, puis vous êtes embarqué aussi dans l'espèce de vague qu'on reconnaissait les plongeurs canadiens. Oui. Il y a une tradition des plongeurs québécois particulièrement, une tradition de performance, dans le sens où, oui, tu avais une Sylvie Bernier, une Annie Pelletier, après ça, Alex Despatie, Émilie Emmons. Et là, ces deux-là étaient encore sur l'équipe. Et là, il y avait une Megan Benefito, une Roselyne Filion qui poussait, qui s'en venait. Puis à partir de ce moment-là, je pense que la tradition des performances a continué à venir. Après ça, de ça, Jen Abel continue à performer pendant plus de 10 ans après cette compétition-là. Fait que ça a bien poursuivi. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est la qualité des coachs, des techniques d'entraînement ou c'est un intérêt pour les Québécois pour le plongeon? Comment qu'on peut dire? Je pense qu'au Québec, on est très, très bien installés pour s'entraîner. On a les meilleurs entraîneurs au monde. Je pense qu'on est, dans les villes, outre la Chine, là, sur l'île de Montréal, il y a plusieurs piscines d'entraînement valides pour s'entraîner avec une plateforme de 10 mètres. Là, il y en a le Centre Claude-Robillard, le Stade olympique, la piscine à Pointe-Claire, maintenant le Parc Jean-Drapeau. Fait que déjà là, il y a plus d'offres pour s'entraîner s'il y a un problème sur une piscine et les entraîneurs sont qualifiés, sont très bons. Puis je pense qu'on était bien encadrés. Ouais. Puis est-ce que toi, dans le fond, est-ce que tu étais sur l'équipe nationale avant 2005? J'étais sur l'équipe nationale avant 2005. J'ai entré sur l'équipe nationale en 2003. Okay. J'ai fait mon année 2003-2004, la pire saison de ma vie. Là, c'était vraiment horrible. Je plongeais pas bien. J'ai pogné un flat, j'ai scratché. Ça a tout planté mon année. J'ai pogné un flat, t'es littéralement arrivé claque. Ouais. C'est le plus gros flat. Ouais. Ça doit faire la pancake, une douleur. Ça doit être une douleur indescriptible, là, sûrement. C'est assez intense. Un flat de 10 mètres, là. Moi, j'ai pogné un vrai gros flat de 3 mètres, puis j'ai hurlé. Non, mais ça fait mal. Je sous-estime pas la douleur du 3 mètres, là. Ça mais fait mal. 10 mètres, c'est un autre game, là. Ouais. Non, ça coupe le souffle, t'as des bleus, puis ça m'avait empêché de finir la compétition, et donc, Ouais. En tout cas, quand on nageait, nous autres à la piscine, dans le fond, dans notre bassin, on nageait. Puis t'avais les plongeurs de l'autre bord, puis t'entendais ah! Ils viennent faire un flat. Non, c'est assez intense. Puis justement, l'année 2005, j'avais perdu mon statut d'équipe nationale. Puis c'était une bonne façon pour moi de faire comme je pense que j'ai regagné ma place sur l'équipe. Merci. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai toujours été sur l'équipe nationale. Puis j'imagine que ça fonctionne comme la natation avec le carding puis tout. Là. Moi, c'est quelque chose que je voulais qu'on aborde avec toi parce que souvent au Canada, admettons, on regarde les Olympiques. Puis j'ai l'impression que la tendance globale du monde qui regarde les Olympiques, c'est un peu de prendre les athlètes olympiques pour acquis, entre guillemets. Ou est-ce qu'on regarde ça, puis admettons, moi, je travaille comme technicien informatique dans une boîte, puis je te regarde plonger aux Olympiques, puis je me dis, moi, je suis technicien informatique, Roselyne est plongeuse. Sauf que le fait de dire Roselyne est plongeuse, Roselyne, elle gagne sa vie avec ça, mais elle gagnerait pas mieux sa vie à être technicien informatique. Puis c'est comme nous autres, on prend pour acquis que ces athlètes-là, nous autres, la population générale semble prendre pour acquis que ces athlètes-là, ils sont là, ils gagnent des médailles, c'est cool pour le Canada, mais le travail qui va derrière ça, c'est pas une job. Ça prend plus de temps qu'une job, mais c'est pas une job. Puis le monde qui ont la chance que tu as eue, la chance, le talent et le travail d'être cardé, d'être sur l'équipe nationale, d'avoir un revenu mensuel par Plongeon Canada, j'imagine. Le gouvernement canadien et le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Et le provincial. 2 instances gouvernementales qui payent les athlètes qui sont sur l'équipe nationale. Mais reste que tu fais pas des millions de dollars avec le plongeon. Non, et c'est pas garanti. C'est ça, exact. Si une année, je performe bien, j'ai mon carding, yes. La saison suivante, je suis blessée, je performe pas, j'en ai plus de carding.
Ouais, c'est ça, exact. T'as pas le syndicat des plongeurs qui te défend. Exact. Puis tu sais, c'est que pour te rendre jusqu'à l'équipe nationale, tu dois déjà faire énormément de sacrifices pour te rendre jusque-là et avoir une chance de peut-être être cardé. C'est ça. Puis ça, je veux savoir, toi, dans ton parcours, comment ça s'est fait? Est-ce que tu as eu un moment... J'imagine que tu as eu un support parental jusqu'à un certain point, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Moi, c'est Alexander Popov, un nageur, qui disait des Popov, il y en a à tous les coins de rue, c'est juste qu'ils n'ont jamais nagé. Ouais. C'est juste qu'ils n'ont jamais eu la chance de faire le sport dans lequel ils étaient talentueux. J'en ai vu, moi, des athlètes devoir arrêter de plonger parce qu'il n'y avait plus de sous. Ouais. Puis ça, des athlètes sûrement de haut calibre. Oui, qui étaient bons ou à un jeune âge que les parents ne peuvent pas. C'est pas le seul enfant de la famille. Il y en a d'autres aussi qu'il faut que, qui ont des activités. À un moment donné, ça devient que c'est beaucoup de sous. Puis pour te démarquer, c'est du temps. Là. Oui. C'est pas un hobby. Là. Ah non. C'est pour être capable de te démarquer, il faut que ça tu commence un hobby. Tout ton temps. Exact, c'est ça. Exactement. Puis même pour la famille aussi, c'est OK, c'est une activité où tu dépenses de l'énergie parce que moi, je crois dans la vie que tout le monde doit faire de l'activité physique. Tout à fait. Puis qu'à un moment donné, tu réalises que, OK, de un, j'ai un talent, mais de deux, je trippe ben trop à faire ça. Moi, je veux faire ça de ma vie. Fait que il y a ce moment-là où tu te dis, bon, est-ce que je m'y mets à fond? Oui, bon, c'est les parents qui doivent un peu prendre la décision parce que c'est eux, à un jeune âge, qui déboursent tous les sous pour ça. Puis à un moment donné, à la vie adulte, tu te dis, bon, comment je vais me gérer pour me partir dans la vie? Est-ce que je commence ma vie? Est-ce que je commence ma vie ou je vis ça puis je me gérerai après? Exact. Fait qu'il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Dans mon cas, à moi, j'ai été vraiment chanceuse que ma famille a été là pour me supporter avant que j'atteigne l'équipe nationale. Une fois sur l'équipe nationale, ben là, c'est d'apprendre à gérer ses sous juste au cas où je perds mon statut l'année suivante ou peu importe. Puis, dans le sport amateur, les compétitions ne te rapportent pas de sous. Oui, c'est ça. Donc, tu fais ton... Il n'y a pas de bourse. Il n'y a pas de bourse. Il y a des bourses que tu t'appliques pour des bourses avec la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec qui sont là pour te supporter. Ça, c'est si tu vas à l'école. Si tu ne vas pas à l'école, tu ne peux pas avoir ça. Il y a le Comité olympique canadien, dans les top 4, vont te donner une bourse quand tu performes, quand ce n'est pas des années olympiques. Il y a des moyens d'aller chercher des sous un peu partout. La commandite est extrêmement difficile. Pour le sport amateur, c'est fou. C'est vraiment... À moins d'être le gros nom. C'est ça. Oui, tu dois être les gros noms. Moi, dans mon sport, j'avais 2 gros noms. C'est ça. Mais là, il y avait déjà quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est comme tantôt, je parlais avec PH, puis tu demandes à n'importe qui, nomme-moi un nageur, ils vont dire Michael Phelps. Nomme-moi 2 nageurs, ils sont bloqués. Nomme-moi un plongeur, Alexandre Despatie. Nomme-moi 2 plongeurs, bloqués. La majorité du monde, c'est ça. C'est quand t'es deuxième tout le temps, t'es un des meilleurs au monde, personne te connaît. C'est qui le deuxième qui a marché sur la Lune? Yuri Gagarin? Je sais pas. Je pense pas, non. Bel essai! Non, mais il était sûrement juste en arrière. C'est ça. Il était sûrement juste en arrière de Neil Armstrong. C'est ça. Mais personne ne sait c'est qui. Personne n'a aucune idée c'est qui. Non. Mais en même temps, c'est ça. Mais dans mon sport, plus ça a évolué, plus le circuit s'est amélioré ou il est apparu les séries mondiales. Les séries mondiales, si tu gagnes des médailles, il y a de l'argent et il y a une bourse pour le ranking overall. Fait que tu pouvais, selon tes performances, mais encore là, il faut que tu gagnes des médailles pour avoir les sous. T'sais. Donc, moi, là-dessus, j'ai été chanceuse. J'ai gagné des médailles à pratiquement toutes les compétitions. Donc, ça m'a permis de me partir dans la vie. Puis, c'est à la fin de ma carrière, moi, j'ai eu des commanditaires. Parce que t'étais rendu plus qu'une athlète? J'avais plus Alex Despatie dans mon équipe. Ouais, peut-être aussi. Enfin, il est parti, lui. Non, mais je l'aime. Mais puis moi, dans la vie, je me suis toujours dit, je fais pas du plongeon pour l'argent. Si les commanditaires me veulent pas parce que, peu importe la raison, ça me dérange pas. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est gagner une médaille aux Jeux olympiques. C'est pas être la tête d'affiche d'une compagnie. Non, je suis d'accord. Super contente qu'une compagnie m'approche pour me dire hey, tu veux-tu être notre ambassadrice, notre porte-parole, peu importe, on veut te commanditer. J'adore ça parce que c'est quelqu'un qui croit en moi de l'extérieur qui me connaît pas. Ça, j'aime vraiment ça. Mais en même temps, mon but dans la vie, c'est pas d'être ça. C'était de gagner une médaille. Fait que ça m'empêchait pas de rien. N'empêche que, par contre, les Jeux olympiques, là, c'est une méchante grosse industrie pareil, tu sais. Puis il y a du monde partout à travers le monde qui écoute ça. Il y a du gros argent qui se brasse là-bas. Là.
Absolument. Les grosses compagnies qui sponsorisent, juste les droits de diffusion, mettons, de Radio-Canada, c'est extrêmement cher. Radio-Canada, je pense que c'est 50 millions que ça leur coûte, les droits de diffusion. Là, mais... Puis c'est un petit joueur parmi d'autres, là, tu sais. Fait qu'il y a énormément beaucoup d'argent qui se fait là. Puis le show, c'est vous qui le faites, dans un sens, tu sais. Et c'est drôle parce que l'horaire des compétitions dépend de la diffusion, des heures de grande écoute. En Chine, les finales le matin, pour qu'on puisse les regarder, nous autres, le soir, tu sais. Zéro avantageux pour les athlètes. Zéro pantoute. On va faire une finale olympique à 8 h le matin, allô? Mais ça pour dire que c'est un vraiment beau événement à regarder. Puis pour les athlètes, c'est une expérience incroyable. Sauf que il y a bien de l'argent qui se brasse sur notre dos. Exactement. C'est vous autres, vous autres, toi, t'es pas là pour donner un spectacle, mais c'est un spectacle dans un sens que les gens écoutent ça. Moi, mais les sports d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver, c'est un show pour moi. Mais je me lève la nuit pour le regarder. Je suis très bien raide. Exactement. Sauf que les seules personnes qui sont pas rémunérées là-dedans, c'est les athlètes. Fait que ça, c'est quand même par rapport aux Olympiques. Spécial. Par les Olympiques, en plus, puis il y aurait tellement d'argent pour faire des bourses. Le Comité international olympique, c'est une entreprise privée. C'est pas une organisation neutre, c'est une compagnie dont le but est de faire des profits. Fait que le fait que, justement, qu'ils montent un spectacle de même, sans rémunérer les athlètes, ça m'écoeure un peu, en fait. Mais il y a un bon côté à ça, par exemple, parce que le mouvement olympique ou le Comité international olympique, je pourrais pas te dire jusqu'à quel point ils font des profits là-dessus, mais parce que c'est une organisation pour aider les athlètes. Dans mon cas, à moi, j'ai pas déboursé aucun sou pour me rendre aux Jeux olympiques. Et même à ça, c'est... Mais ça, c'est pas Plongeon au Canada, c'est pas l'équipe nationale? Non. C'est les Olympiques qui... Il y a comme le CIO, le COC, donc le Comité olympique canadien aussi. Toutes ces organisations-là font en sorte que les athlètes ont des bonnes conditions pour aller... Pour performer une fois rendu là. Pour performer rendu là. Ça te coûte rien. Tu reçois pas d'argent, ça te coûte rien. Exactement. J'espère. Fait que... Puis, tu sais, ça dépend. Là, le Rio, il y avait des petits problèmes de logement et tout. Mais moi, j'en ai pas... Qualité de l'eau, entre autres. J'en ai pas eu trop conscience. Mais on n'est pas à plaindre non plus. C'est des bonnes conditions. On vit notre rêve. À un moment donné, il faut oublier ce qui se passe autour puis se concentrer sur sa performance que tu as travaillé toute ta vie pour ça. C'est clair. Ça, c'est clair. Mais je dis pas que c'était à l'athlète de faire ces revendications-là. Parce que l'athlète doit se concentrer sur son entraînement, sa performance, puis vivre son rêve, justement. Puis... À la retraite, il prendra tout le temps qu'il veut pour faire ces revendications-là, pour dire, comme Jean-Luc Brassard, justement. Tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il est allé à une entrevue à Dutrisac, puis justement, il a complètement déboulonné toutes les conceptions qu'on a que les Olympiques. Mais en même temps, c'est ça, je veux vraiment pas enlever ça, dans le sens que c'est un super bel événement. Puis pour les athlètes, c'est incroyable, tu sais. Ouais. Mais c'est juste, encore là, c'est ça. C'est juste dommage que la rémunération, on regarde des sports professionnels où le plafond salarial est dans des milliards de dollars, le baseball, le hockey, le football. Mais le football canadien, un peu moins. Mais le gap est énorme entre... Puis on dépense la même énergie, les mêmes nombres d'heures d'entraînement, sinon plus, qui n'est pas... rémunéré de la même façon qu'un joueur de hockey qui prend sa retraite, il est correct pour le reste de sa vie. Vraiment. Pendant un bout, en tout cas. À moins qu'il fasse le cave. C'est ça. Mais un athlète amateur, c'est recommencer à zéro. C'est ça, exact. C'est ça qui est dur. Moi, je me suis rendu... j'ai eu la chance d'avoir le sport universitaire, fait que de pouvoir poursuivre des études en même temps. Puis je me suis rendu jusqu'au bout de mes 5 années universitaires. Puis jusqu'à ma dernière compétition, je faisais encore des meilleurs temps, des meilleures performances à vie. J'étais le meilleur athlète que j'ai été toute ma carrière à la fin. Puis j'ai toujours dit, si la natation devenait un sport professionnel après l'université, comme peut le devenir le football, par exemple, je serais encore dans l'eau en ce moment. Parce qu'en année, t'arrives, t'es confronté. Puis moi, j'ai été confronté à ça pendant un bon 5 ans. J'ai arrêté de nager à 26 ans. Puis de 21 à 26... tu regardes tes amis qui ont ton âge, puis là, tes amis, ils sont en couple, puis ils pensent avoir des enfants. Puis là, ils commencent leur job rémunéré à 60 000 $ avec un bac par année. Puis là, ils commencent à avoir des assurances dentaires, puis des assurances médicaments. Puis ils commencent à avoir des conditions de vie que quelqu'un de 23, 24 ans commence à avoir. Puis là, toi, t'es là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais à soir? Ben là, je me couche parce que demain matin, je m'entraîne. Puis qu'est-ce que je mange? Ben là, je mange ça, parce qu'il faut que je récupère bien. Puis là,
Puis là, tu t'es toujours confronté à ça, à dire, bon, mais c'est quand, moi, que je commence ma vie, tu sais. Tu te sens tout le temps un peu toute seule dans ce monde-là, parce que moi, je le vis en ce moment un peu, et depuis que j'ai pris ma retraite, à 29 ans. Moi, j'ai eu 30 ans, j'ai eu 31 ans. Puis je me sens encore comme si je suis vraiment une débutante dans la vie. Dans la vie, c'est ça. Dans la vie. T'as vécu des affaires que personne qui a vécu, tu sais. Sauf que dans la vraie vie, comme on l'entend, c'est comme... Mais OK, mes repères sont où? C'est où que j'ai plein d'énergie, j'ai l'envie de me dépasser, j'ai une rigueur de travail énorme. J'apprends vite. C'est où que je mets ça? Dans quelle direction est-ce que je pousse tout ça? Exact. Puis les highs que tu vis aux Olympiques, tu sais... Revenir avec une médaille, puis toute cette attention-là, c'est le plus gros rush que tu peux avoir. Mais le crash après doit être intense aussi quand même. Comment tu retrouves ça? Parce que, tu sais, moi, pour donner un exemple, moi, je fais de la musique, tu sais, puis juste un show où est-ce que ça marche, puis que le monde gueule, puis que c'est le fun. T'es sur un high, tu sors là, t'es craqué. Puis c'est pas long que t'es comme, genre, OK, là, j'en veux plus, mais là, c'est fini, tu sais. Le show est fini, puis il y a plein de musiciens, d'artistes qui ont de la misère avec ça, puis qui tombent soit en dépression ou dans la drogue, des affaires de même, tu sais, comme Michael Phelps, qui a eu vraiment une période très difficile. Une fois que tu as gagné 8 médailles d'or, tu te dis, c'est quoi là? C'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire de plus que ça? C'est quoi mon but dans... C'était ça son but dans la vie, il l'a accompli. Après ça, man, qu'est-ce que tu fais? C'est rough. J'ai regardé le documentaire sur Netflix de Lady Gaga qui, à sa préparation, à sa performance au Super Bowl, a dit pour un artiste, c'est le plus gros show, la plus grosse vitrine. Là, après ça, je vais aller dans des petits stades faire un spectacle. Comment je vais me motiver à faire ça? Puis c'est la même chose pour un athlète. Qu'est-ce que moi, je vais revivre d'aussi intense? Qui va même t'approcher de ça. C'est ça le sentiment que j'avais quand je suis montée sur le podium. Qu'est-ce que je vais accomplir d'aussi grand que ça? On m'a dit quand j'allais avoir des enfants que peut-être j'allais me sentir de même. Peut-être que oui. Mais toi, as-tu un crash? As-tu un gros crash? J'ai essayé d'éviter le crash, mais j'ai pas pu. Ça doit être inévitable. Dans un sens, c'est inévitable parce que la réalité te frappe bien vite dans la face. Dans le sens où moi, je suis revenue de Rio, je suis tout de suite allée faire Promédia, je suis tout de suite allée à l'université, puis j'ai lancé mon entreprise avec ma famille aussi. Fait que je me suis dit, je vais m'occuper le cerveau, comme ça, j'oublie. C'est ça, mais c'est exactement ça. Je vais prendre toute mon énergie, puis je faisais quelque chose à 100%, 100% ailleurs. Oui, c'est ça. Pour que j'oublie que j'ai un peu de peine, je vais aller faire d'autres choses. Mais à un moment donné, c'est que tu te rends compte que le soir, tu te couches, puis que ta peine, elle revient pareil. Il y a un moment donné où je me suis juste dit, bon, là, je vais prendre ça relax, je vais prendre du recul, je vais penser à mes affaires, puis je vais le vivre, mon deuil, je vais le vivre, ma peine, je vais le vivre, mon crash, puis après ça va passer. Puis ça passe. Là, t'as plus l'appel. As-tu encore l'appel? Tu te dis-tu des fois, je retourne sur la piscine? Non, c'est sûr. Pas du tout. Okay. En 2 ans, j'ai pas eu aucun regret. D'avoir pris ma retraite. J'ai par curiosité demandé à mon coach à la fin de l'hiver si je commençais en septembre, il était trop tard pour Tokyo. Il m'a dit ben oui, ben trop tard. Ben trop tard, oublie ça. Parfait. Mais c'était simplement par curiosité de voir combien de temps ça me prendrait pour revenir au même niveau que j'étais. Simple curiosité. Mais quand je ferme les yeux et que je pense à tout l'entraînement que je dois faire et les sacrifices que je dois mettre, ça me tente vraiment plus. Vraiment plus. Mais ta transition, elle va bien, là. On te voit partout. Ben, partout. On te voit, tu es collaboratrice à VRAC, entre autres. Oui, mais moi, je suis une intense dans la vie. Je veux toujours plus. C'est toujours ça, mon problème. J'en veux toujours plus, j'en fais jamais assez. Mais j'adore ça, pareil. C'est ça qu'il faut que j'apprenne à gérer, que je prenne une étape à la fois. Ma carrière d'athlète ne s'est pas bâtie en un an. Et ma carrière d'animation, de télé ne se bâtira pas en un an aussi. Fait qu'il faut que je me le rappelle souvent que, Roselyne, ça prend du temps. Faut que tu fasses tes classes. À un moment donné, il faut que tu apprennes. C'est correct. Fait que c'est ça que je trouve plus difficile à gérer, que moi, je voudrais en faire tout le temps, sans cesse, pour m'améliorer plus vite, pour en faire plus, pour continuer. Je suis de même dans la vie en général, mais j'apprends. C'est ça la beauté de la chose, c'est que oui, j'ai vécu une belle carrière sportive, mais je continue d'apprendre tellement dans un autre domaine et dans une autre partie de Tu sors pas ce mindset-là de l'athlète, de vouloir se dépasser,
d'être compétiteur, compétitive. Oui. Oui. Puis ouais, ça reste, tu sais. Puis ça te sert dans les autres sphères de ta vie après ça. Mais moi, je pensais qu'en arrêtant la compétition, j'allais arrêter d'être compétitive. Non, c'est faux. Ouais. C'est faux. Non, parce que je me suis dit, garde, j'ai assez compétitionné dans la vie, j'ai plus rien à me prouver, c'est correct, fais ça pour le plaisir. Ouais. Mais... Non. Il y a une petite dose de faut que je sois bonne à tel moment, faut que, tu sais, je vais être meilleure que l'autre. Ouais. Ça revient. C'est clair, c'est sûr. Je peux pas m'en empêcher. Moi, j'étais tellement compétitif. Puis ça c'était deux, on a nagé ensemble longtemps. Je veux dire, je me faisais... J'acceptais pas de me faire battre par la personne à côté de moi. T'es-tu mauvais perdant? J'étais extrêmement mauvais perdant. Ça faut pas, par exemple. Non, je sais. Mais en fait... Non, j'aimais vraiment pas ça perdre. disons ça comme ça. Ouais. Puis, une fois que je perdais, je suis pas prêt à dire que j'étais mauvais perdant, sauf que j'étais pas content. Ouais. C'est vraiment pas. Puis, je faisais tout pour ne pas perdre. Puis, autant, des fois, on jouait juste au soccer dehors, tu sais. Ben chill. Ça sortait de moi, tu sais. Ouais. Puis, pendant que j'étais à Occupation Double, justement... À amener, il nous explique qu'on va faire des compétitions pour une place en finale. Puis là, moi, j'ai fait non. Fais-moi pas ça. Je veux pas faire ça. Je veux pas avoir cette attitude-là parce que je savais que c'était dans moi. Depuis que j'avais fini de nager, que c'était pas sorti, j'étais chill dans tout ce que je faisais, ça allait bien. Mais moi, pas un objectif avec un but précis. Non, c'est ça. Tu viens de me perdre. Mais en même temps, Occupation Double, t'es un peu en compétition tout le temps. T'es en compétition tout le temps. Ouais. Fait que, tu sais, puis en même temps, il faut pas que tu déranges les autres ou que faut que tu sois un compétiteur subtil. La seule personne que ça dérange, c'est toi. Ouais, c'est ça. C'est la seule personne que ça dérange quand tu sens que t'es en train de perdre, c'est toi. Parce que tu peux pas le dire, tu peux pas en parler. Mais il faut que tu joues sans avoir l'air de jouer. Ben, faut que tu fasses ça, sauf que, tu sais, encore là, c'est impossible de faire ça. C'est impossible. Il y a des caméras partout qui te voient tout le temps. Fait que, tu sais, à un moment donné... Mais non, c'est clair. Fait que ça sort pas. Puis quand il avait annoncé ça, moi, j'étais là, non. Je veux pas que le Québec au complet me voit être mauvais perdant ou comme être fâché de perdre. Là, mais en même temps, tu sais... Il y en a tellement qui nous ressemblent, là, qui vivent la même chose que toi ou qui ont la même personnalité. Fait que, tu sais, même si, OK, c'est peut-être un pas bon côté, mais les gens vont s'identifier, ils vont dire, bon, tu sais, peut-être tu es au courant ou tu vas le verbaliser, que tu le sais, mais les gens vont plus s'attacher à Ils vont peut-être s'attacher à ce qui se passe. Exact. Ouais, c'est clair. Puis j'imagine que c'est une force quand tu arrives dans un... Parce qu'on s'entend que la télé... C'est quand même un domaine compétitif. Parce qu'il y a du monde qui veulent cette position-là, il y en a beaucoup. Il faut que tu sois la meilleure ou que tu aies le plus à offrir au studio parce que le monde font la file pour avoir un poste. Là, le monde veut être la prochaine Véronique Cloutier. Tout le monde veut être Marie-Pierre Morin. Tout le monde veut être... Puis tu sais, dans ton cas, il doit y avoir beaucoup de plongeuses qui rêvent, qui aspirent à commenter les Olympiques, tu sais. Beaucoup d'ex-plongeuses ou d'ex-plongeurs qui aspirent à être sur les zones, puis du monde qualifié. Mais c'est drôle parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Moi, on dirait que, mettons, l'analyse est arrivée dans ma vie par accident parce que moi, je me suis dit, Annie va le faire pendant... Jusqu'à temps qu'elle soit... Jusqu'à temps en tout cas, jusqu'à temps qu'elle veuille, mais c'était tout de suite. Ouais. Quand moi, j'ai pris ma retraite, elle me l'avait dit. Elle dit, moi, ça me tente plus de le faire. C'est toi qui vas le faire maintenant. J'étais comme, OK, je pensais qu'un jour, ça allait peut-être m'arriver, mais pas tout de suite. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tout le monde... Les athlètes, là, en général, veulent travailler dans les médias après. Là, on le voit avec les joueurs de soccer ou avec les joueurs de football ou même les joueurs de hockey. Mais non, c'est sûr que c'est un milieu très, très, très compétitif. Ouais, fait que ça te force à trouver des façons d'être la meilleure version de toi quand tu arrives dans des plateaux comme ça. Ouais. Est-ce que toi, quand tu animes, est-ce que tu as une préparation extrêmement stricte pour tes Moi, j'aime choses, ça me préparer comme si j'allais compétitionner. Ouais. Je peux pas arriver puis pas être prête. Je peux pas arriver puis pas savoir mes choses. Je peux pas arriver puis laisser aller l'improvisation puis juste me dire je peux jaser pendant je sais pas combien de temps. Comme en ce moment, mettons. Non, mais c'est pas pareil. Dans le sens où c'est sûr que là, je parle de moi, mais quand j'ai quelque chose à gérer ou à animer ou à montrer, faut qu'il y ait de la préparation derrière. C'est sûr qu'à un moment donné, je me plante puis c'est pas bon ce que je fais puis c'est correct, ça arrive. Mais
c'est pas parce que je n'étais pas préparée. C'est juste parce que les circonstances ont fait que je me suis plantée. Mais je trouve ça, à la limite, quasiment plus difficile de me préparer comme ça ou de me préparer à l'animation. Puis on dirait peut-être parce que je suis plus consciente que j'ai le goût de ça puis que je le sais que je sais pas si à mon âge c'est un peu plus difficile de faire son chemin ou c'est juste que moi je me mets trop de pression, mais j'ai l'impression que pour moi compétitionner physiquement c'était bien plus facile. Ah ouais? Mais c'est nouveau, c'est sûr. Là. Ben oui, c'est sûr. Ça prend du temps quand même. Exact, mais c'est pas l'envie qui manque puis c'est pas le goût qui manque non plus. J'aime vraiment ça, faire ça. Mais t'es bonne puis t'as une facilité quand même. Là. Ah, merci, c'est gentil. Ouais, c'est vrai. C'est pas tous les athlètes qui sont quand même extravertis ou qui sont capables de parler puis de bien s'exprimer. Là. Ça, je le sais pour un fait. Je sais pour un fait que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ou cette aptitude-là, c'est pas nécessairement. T'étais à l'aide, on en parle quand t'étais encore plongeuse. Oui. Ouais. Ça a très bien été. Ça a super bien été. Beaucoup de fou rire par gêne. Okay. Tu sais, si je suis un peu gênée, j'ai le rire facile. Tu sais, fait que c'est sûr que quand je l'ai regardé après, j'étais comme t'as l'air d'un enfant. C'est sympathique. Mais c'est ça, tu sais, ça fait partie de ma personnalité. Fait que j'ai juste été qui je suis, puis ça a bien passé. Fait que là, les projets, c'est quoi là, qui s'en vient? J'ai eu un été très tranquille, contrairement à tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Fait que ça m'a fait du bien. J'en profite juste à... Ouais, parce que les étés, c'était là que ça se passait. Exact. Moi, les étés à Montréal, j'ai pas connu ça de ma vie, pratiquement. Fait que... Puis même l'été passé, j'avais beaucoup de choses qui arrivaient en même temps, puis j'en ai vraiment pas profité. Fait que cette année, je me suis dit, j'en profite pendant que c'est tranquille, puis je vais juste faire ce qui me tente. Je vais profiter. Je vais aller un peu en vacances, profiter de la famille, les amis, un peu de travail ici et là, parce qu'être travailleur autonome, c'est... Tu le fais tout le temps. Tu peux pas dire je prends un mois de congé. Là. C'est juste une journée ici, une journée là, une journée là. Fait que j'en ai profité pas mal. Puis c'est ça, j'ai mon entreprise de jeux d'évasion aussi qui roule. C'est ça. Yeah. Fait que mais parlons-en. Oui. Immersia. Exact. Comment ça... Comment c'est parce que c'est tellement inusité. Cool, mais c'est tellement inusité. Je le sais. C'est tellement random que... C'est autre. Comment c'est arrivé? Mais à chaque fois que je parle de ça aux gens, ils me regardent comme « Toi? » c'est ça. Jeu d'évasion. Hein? Ouais. C'est que ma cousine s'est mariée en 2015 et pour son bachelorette party, on a décidé d'aller faire une journée d'activité. Puis les jeux d'évasion, elle voulait pas être dans la rue avec une banderole de Bride to Be puis de vendre des suçons puis de donner des becs aux gens. Elle était comme « S'il vous plaît, faites-moi pas ça. » Fait que OK, on a fait une journée d'activité, puis les jeux d'évasion faisaient partie de ça. On n'avait jamais fait ça avant. On l'a essayé en gang, on a trippé fort. Puis après ça, toute la famille, on a décidé d'aller faire un peu tous ceux qui existent à Montréal. Les jeux d'évasion, À chaque week-end, on allait en faire 1, 2, 3, dépendamment de l'horaire. Puis, addict aux jeux d'évasion. Ah, complètement. Mais c'est parce que... Puis en plus, dans la période où c'est un peu vers les Jeux de Rio... Pour moi, c'était un exutoire. Moi, pendant 1 heure, là, j'oubliais tous mes problèmes. Je suis même allée avec ma patte dans le plâtre faire un jeu d'évasion. Je suis en béquille, il y avait un le seul moment où tu pensais pas au fait que tu t'entraînais pas. Là. Exact. Fait que moi, j'adorais ça, décrocher pendant 1 heure puis de me prendre pour une chercheure ou peu importe, dans un scénario de la prison ou de la banque, peu importe. J'ai trippé bien raide. Mon frère, qui est un gros gamer, geek, jeux vidéo, PH à gamer. a toujours voulu se lancer en affaires et a fait une petite réunion de famille chez eux. On se faisait un souper entre frères, sœurs, cousins, cousines. Puis il a dit, je pense qu'on peut se partir en affaires, se lancer une compagnie en famille de jeux d'évasion. Puis on a tous dit oui. Fait que chacun avait quelque chose de différent à amener à ça. On est une gang vraiment créative. On crée nos jeux nous-mêmes de A à Z, les énigmes de A à Z. Est-ce que vous avez plusieurs énigmes qui roulent en même temps? On a 4 scénarios qui roulent en même temps, 4 scénarios différents. Puis, ça va faire 2 ans au mois d'octobre qu'on est ouvert. Puis là, on continue à travailler là-dessus. En ce moment, les étés, c'est occupé. C'est fou. Faut que tu changes tes concepts parce que tu veux que le monde revienne aussi, sûrement. Exact. Mais encore là, nous, on pensait que nos concepts allaient durer 1 an. Tu sais, le temps que les gens viennent. Mais non, ça va être plus longtemps que ça. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de jeux d'évasion puis qui arrivent et disent genre, j'avais jamais entendu parler de ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Ça fait pas longtemps qu'on en entend parler tant que ça. Tu sais, jeux d'évasion, j'ai peut-être commencé à entendre ça, là, 3-4 ans à peu près, là, tu sais.
Puis je suis pas allé une fois. Le seul que j'ai fait, c'était justement Occupation Double. Ils en ont fait un. Puis... On va y aller à Immersia. T'es-tu présente sur place des fois? Oui, je suis là quand même régulièrement. C'est pas moi qui la roule, la business, on va être honnête. Mais je suis là une fois de temps en temps. Je roule les affaires. Là. On participe, on crée les scénarios. On veille à ce que tout se passe bien. Tu construis les affaires là, toi-même. Là. Ouais. C'est malade. Ça me rend pas une personne bonne manuelle pour bâtir des trucs, mais on me montre bien. Mais j'aime ça. Ouais. J'aime vraiment ça. C'est un côté créatif que je pensais pas que j'avais, mais c'est sûr que à la gang qu'on est, ça, les idées se bounce, puis ça va toujours mieux. Exactement. On fait des séances de brainstorm, puis ce qu'une personne va dire va me sortir une idée ou vice-versa. Fait que je pense qu'on est une équipe qui se complète vraiment bien là-dessus. Fait que ça me garde bien occupée. Ça te garde occupée, oui. Puis dans le fond, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que t'avais en tête depuis un bout? Pas du tout. J'ai jamais rêvé à ça. Ouais. Je me dis tout le temps, j'ai jamais eu la fibre entrepreneur. J'ai jamais dit, moi, je vais me partir une business, je vais faire quelque chose, je vais être mon propre boss, ou peu importe. J'ai jamais pensé à ça. Mon frère, au contraire, lui, a toujours voulu ça. Puis il m'a un peu tiré là-dedans. Puis, tu sais, j'apprends. J'apprends complètement sur le tas. C'est vraiment comme ça. On fait des erreurs, on apprend des trucs. Puis j'aime vraiment ça. C'est complexe, c'est beaucoup d'heures non comptées. Mais c'est tellement valorisant de voir les clients sortir de la pièce qui était dans notre tête, puis qui ont tripé bien raide. On a des super bons commentaires sur nos scénarios, sur l'accueil. Tu sais, quand tu viens chez Immersia, tu rentres dans ma famille. C'est un peu ça notre concept. C'est l'accueil. On va vraiment te prendre en charge. On vous jase. Il y a tout le temps un filion sur place. Fait que c'est ça, c'est ce qu'on veut. C'est que on veut pas que tu rentres là, tu joues puis tu sors, puis il n'y a pas eu d'interaction. On est intéressé à savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est vraiment le fun. C'est quoi, mettons, les thématiques des scénarios? Tu dis que tu en as 4. Là. Oui, alors, on a le week-end au chalet. Ça, c'est vraiment notre plus populaire. Okay. Ouais. On a le cabaret Piccadilly. Qui est un vieux cabaret londonien des années 30. On a Warp Inc. Et ça, c'est une compagnie qui s'est associée à Immersia pour vous faire vivre une expérience de voyage dans le temps. Et on a la Station Oubliée. Ça, c'est une vieille salle de contrôle d'une station de train. Ah ouais? Ouais. C'est cool. Ouais. C'est quoi le pourcentage des gens qui réussissent? On se situe entre 10 et 15-16% de taux de réussite, là, dépendamment des scénarios. Mais on est quand même bon parce que dans certains endroits, il y a des places, c'est 2%. C'est 2-3% de taux de réussite qui est pratiquement impossible. Là. C'est le fun quand tu sens que tu as une chance de l'avoir un peu. Ben, c'est ça. Nous, ce qu'on a fait aussi, c'est dans notre recherche, on a fait plusieurs jeux d'évasion, puis on a pris ce qu'on aime, puis on a pris ce qu'on n'aime pas des jeux d'évasion pour se l'approprier. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'à 30 minutes, j'ai l'impression que je sais que je vais perdre. Fait que dans nos jeux à nous, tu as toujours l'impression que tu avances, que tu as une chance de gagner, puis tu n'es pas déçu quand tu ne gagnes pas. Ben, tu es déçu, mais tu le sais que tu étais si proche de la fin. Fait qu'il y a ça qui entre en ligne de compte là, pour avoir une belle expérience. Mais c'est super cool. Moi, je trouve que c'est vraiment c'est très inusité. Puis quand je parle aux gens, j'ai un jeu d'évasion, je fais un peu rire de moi en même temps. C'est un peu geek. C'est un peu geek. C'est ça, un peu geek. J'ai l'impression des fois que c'est pas comme dévalorisant, mais dans le sens où... On s'attend pas à ça. Non, c'est ça. C'est que c'est surprenant. Puis les gens qui en ont jamais fait vont peut-être juger un peu cette activité-là puis quand ils vont l'essayer, ils vont trouver ça vraiment hot. C'est sûr. T'as pas besoin de triper sur le jeu vidéo pour triper sur un jeu d'évasion. Puis il y a quelque chose de valorisant aussi de réussir à trouver un indice. Complètement. Là, tu te trouves tellement intelligent. Ouais, c'est ça. Juste une petite affaire. Là, oui! Wow! Oui, puis t'as pas besoin d'être bon en maths, t'as pas besoin d'être bon physiquement. C'est simplement de l'observation puis un peu de logique. Mais le cerveau humain là, est phénoménal. C'est qu'il te pousse tellement trop loin. Oui, c'est ça. Des fois est-ce que vous avez des caméras pour regarder le monde? Oui, on voit et on entend les gens. C'est ça. Des fois, tu dois entendre le monde partir complètement à gauche. C'est pas ça pantoute. Non, c'est ça. C'est comme ton cerveau, il est allé jusque-là. OK? Pas besoin. Tu notes les idées. C'est ça. Garde ça simple. Mais non, c'est super le fun. C'est une belle activité pour
une équipe sportive qui a le goût de vivre de quoi ensemble ou des collègues de travail pour du team building. C'est vraiment l'idéal. Toi qui en as fait vraiment beaucoup maintenant, quand tu vois une place, est-ce que c'est facile pour toi? Genre, est-ce que tu vois les indices, les codes, ou bien c'est tout le temps différent? Non, pas du tout. Les gens, ils se disent quand on arrive, on est propriétaire de jeux d'évasion. Ah, vous êtes bon. Ouf, ça veut pas dire. Non, j'en ai fait un il y a 2 jours, puis on l'a pas réussi. Là. Ça arrive. C'est sûr qu'on a une observation un peu différente. Puis vous savez un peu comment regarder les affaires. Comment regarder, mais on réussit pas à chaque fois. Là. Mais j'aime ça, fait que ça me dérange pas. J'en faisais en compétition dans les autres pays. Ah ouais? C'est cool. Il y en a partout, il y en a partout là-dessus? Il y en a partout dans le monde. C'est gros quand même. À Rio, il y avait un jeu d'évasion à 200 mètres de la piscine. Ah ouais? Fait dans le village? À côté. À côté. Quand j'ai fini ma compétition, j'ai amené ma famille, on est allé faire un jeu d'évasion. C'est malade. C'est malade. Ouais. Moi, je me rappelle, on avait fait un à OD, puis... Sur place, qui ouais, ben dans le fond, c'était dans les compétitions que je parlais tantôt. Okay. Là, il y avait une compétition, c'était ça. Là. Ouais. Puis je me rappelle, un moment donné, on ouvrait une boîte, puis là, il y avait des photos. C'est les photos des anciens candidats d'OD. Ouais. Puis là, tu cherchais un chiffre à 4... Un code à 4 chiffres. Puis là, sur les photos, il y avait J en arrière. Des fois, il y avait J. Genre, sur 4 photos, il y avait J. Puis là, on se disait... Là, tu sais, quand on dit aller trop loin, on est allé trop loin, puis on dit OK, c'est lesquelles photos qu'il y a J dessus, puis là, c'est la 4e, la 7e, la 8e, puis là, genre la 9e. Fait que là, t'essayes ces chiffres-là, ça marche pas. Finalement, quand on regardait les photos, J avait des. Il faisait des signes. Il faisait des chiffres avec ses doigts. Fait que, on était là, on essayait de trouver la pire affaire. Finalement, J était juste là, il faisait des chiffres en arrière. On est juste allé trop loin. C'est ça. Faut que la clé du succès, c'est de garder ça simple. Ouais. C'est vraiment ça, parce que ton cerveau, il va trop loin. Est-ce qu'il y a comme des experts de ça? Du monde qui sont, mettons, qui font puis qui craquent, mettons, sur YouTube. Y a-tu des YouTubers qui font des... Non. Non? Des speedruns de... Non, mais genre de ça, parce que je sais que Gabriel d'Almeida Freitas, qui est un humoriste de la relève, lui, c'est un fan de ça, là. Puis il m'expliquait que il y avait vraiment des trucs. Tu sais, lui, il avait des trucs, là. Tu sais, c'est comme t'es avec les autres, tu parles à voix haute, tu dis tout ce que tu vois. Oui. Puis là, quelqu'un va recevoir l'information amenée en checkant quelque chose d'autre, puis il va comme faire un lien. Fait qu'il y a comme lui, il a compris comment travailler en équipe. Ouais, c'est ça. Tu sais, il faut pas que tu laisses rien de côté. Rien n'est laissé au hasard dans la pièce. Fait que si lui a compris ça, c'est déjà bon signe. Ouais. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de fausses pistes. Non, il y a... peut-être. Des fois, il y en a. Peut-être. Mais il n'y a pas de trichage. Si tu triches, là, c'est différent. On va arrêter de t'aider. Comment tu peux tricher, mettons? Mais si tu forces sur les choses. Si tu brises les affaires. Si tu brises le matériel. Tabarnak. Tu sais, mettons, il y a un cadenas, puis tu le tires un peu, puis tu peux voir, puis d'essayer d'entrer ta main pareil, ou peu importe. Okay. Là, ça marche pas. Mais puis il n'y a pas de réponse sur Internet ou sur... Peu importe, là. Mais si lui, il s'est trouvé une manière de fonctionner, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Ben, c'est fou. Mais tu sais, juste... du monde, moi j'écoutais, je me rappelle pas, ça tombe mal, je me rappelle pas c'est quoi son nom, mais c'était sur YouTube, le gars, il était reconnu pour sa logique. Fait qu'il voyait quelque chose, il voyait un problème, mettons, un problème de mathématiques, mettons, là, puis il était capable de le résoudre sans savoir la formule que ça prenait pour le résoudre parce qu'il déduisait la formule. Genre son phénomène de déduction était... un autre niveau. C'est sûrement bon à immersion. Ben c'est ça, mais je me demandais s'il n'y avait pas quelqu'un, mettons, qui était connu pour... Du monde qui sont connus pour être vraiment bon à ces jeux-là. T'sais, du monde qui éclenche tout, mettons. Là. Il y en a. Il doit y avoir du monde qui ont des meilleurs pourcentages de réussite dans plusieurs jeux. Ben on a vu... Ça, je pourrais pas dire parce que je suis pas des groupes qui met ça de l'avant, mais nous, on a reçu des gens très crinqués de jeux d'évasion. Et quand on les a vus, c'est eux qui détiennent le record de tous nos salles. Puis, tu sais, là, on est assis dans la salle de contrôle, puis on les regarde, puis on est là... bon, c'est-tu nous qui étaient poches dans... C'est trop facile. C'est-tu trop facile? On doit-tu le modifier? Puis après ça, on reçoit d'autres gens, puis on est comme, non, c'est correct. C'est juste eux autres qui sont vraiment crinqués, mais c'est surprenant, pareil, de voir des gens qui ont la logique et l'observation très, très bien développées. Ouais. Puis, écoute, ça me fait penser à te poser une question que je voulais te poser avant qu'on parle de jeux d'évasion, mais parce qu'on parle de travail d'équipe. Ouais. Un sport individuel comme le plongeon qui devient un sport d'équipe,
en plongeon synchronisé. Puis au-delà de juste, mettons on joue au hockey dans une ligue Pee-wee, Atome, Bantam, peu importe. On change d'équipier à chaque année. Comment tu fais pour trouver l'équipière? L'âme sœur de plongeon. L'âme sœur de plongeon. Comment c'est arrivé votre rencontre, à toi et Megan? C'était un addon. OK. Parce qu'on se connaissait, on s'entraînait ensemble avant. Au Centre Claude-Robillard, au club de plongeon Camo. Ouais. Fait que moi, j'ai commencé au club de plongeon Laval. J'ai ensuite été au club de plongeon Camo. J'ai fini ma carrière au club de plongeon Pointe-Claire. Puis, à ce moment-là, on est jeunes, on a le même entraîneur, on fait à peu près les mêmes plongeons, on a un peu la même technique. Puis, notre coach nous dit... il n'y a pas d'équipe synchro pour cette année au Canada. On va vous mettre ensemble. Voyons voir ce que ça donne. Et là, ça, on est à peu près au mois d'avril, mars-avril. Vous avez quel âge? 2005. J'ai 17 ans. Okay. J'ai 17 ans. Et il y a la Coupe Canada annuelle qui est au Centre Claude-Robillard à chaque année, maintenant rendue au Stade olympique. Mais c'est pas vrai, rendue à Calgary. Et c'était notre première compétition ensemble internationale. On finit sur le podium. Ouais. Là, la semaine suivante, on était en Floride pour un autre Grand Prix qu'on était supposé aller de façon individuelle. Ils nous disent « Faites le synchro, on gagne une médaille d'argent. Okay. » Là, il y a de quoi qui se passe. C'est ça, ça marche. Clairement, on a une recette gagnante. Il y a de quoi qui fit entre ces deux-là. Puis c'était un addon, c'était un match parfait. Puis un coup de foudre entre Megan et moi. Coup de foudre à l'extérieur. À l'extérieur, un coup de foudre amical. On est devenus des sœurs. C'était... c'est très particulier comme relation. Puis... je dis tout le temps, c'est ma relation la plus longue. Mais non, puis ensuite de ça, c'était Montréal 2005. Puis comme c'était à Montréal, on dit, vous avez gagné des médailles, bonne chance, allez-y. Ça a l'air de bien marcher. Puis ça a bien marché. Ça a duré 12 ans, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a ça doit être extraordinaire, 12 ans, même duo. On est le duo féminin le plus décoré de l'histoire du plongeon au monde et c'est lui qui a duré le plus longtemps. Ah ouais? Ouais. Crime. Dans l'histoire du plongeon. Wow. Ça. Ouais. Puis est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que l'extérieur a fait que ça aurait pu lâcher? Bon, on s'est chicané des fois. Ouais. Ça doit arriver, c'est sûr. Oui, c'est sûr. On s'est pas chicané tant que ça. Tu sais, il y a des fois que ça a été plus fort que d'autres, qu'on voulait pas se parler puis que on avait besoin de chacun de son bord. Mais vraiment pas souvent. Pas tant que ça. Non. Tu sais, quand t'es jeune, on aime un peu toutes les mêmes affaires, on a le goût des mêmes choses. Là, on a comme vieilli ensemble, développé nos personnalités qui sont très différentes. Fait qu'on a appris à, c'est drôle à dire, mais à s'aimer malgré nos différences, qu'on n'avait plus les mêmes champs d'intérêt que quand on était jeune, puis à respecter ça. Puis c'est ça qui fait, à un moment donné, il y a de la confrontation parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur les mêmes choses, mais on s'acceptait comme on était. Puis on s'accepte encore comme on est. Fait que ça a fait que ça a fonctionné. Puis on se dit les vraies affaires aussi. C'est ça qui a fait en sorte que ça a duré aussi longtemps. C'est que quand ça allait pas, on le disait tout de suite. Quand t'accumules pas quelque chose, puis là, après ça, tu t'en veux les à l'autre chicanes, personne. c'est quand on l'accumulait puis qu'on se disait rien puis que là, on a juste explosé. Puis à un moment donné, c'est juste, bon, garde, là, ça file pas, ça, j'ai pas le goût de ça, vice-versa de son bord. Puis maintenant, tu sais, je peux la lire sans qu'elle me dise un mot. C'est sûr là. que oui, c'est sûr. Mais j'ai vraiment l'impression que tu décris une relation de couple en ce moment, mais c'est carrément ça, dans le fond. C'est carrément ça, sauf... sauf un petit aspect. C'est ça. Exact. Mais oui, mais Megan, c'est ma sœur. Vraiment, là, c'est une partie de ma famille. Je suis une partie de sa famille. C'est assez particulier. C'est fou, ça. Ouais. Puis on a vécu des choses tellement intenses que personne d'autre peut dire qu'a vécu. Personne peut comprendre. Non, personne peut comprendre. C'est ça. Ouais. Fait que ça a fait 2 ans là, que notre dernière compétition ensemble, on disait que c'était notre 2e anniversaire. Comme si on était mariés, mais non, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme ça. Qu'est-ce qui se passe si un duo, ça fonctionne
sur le plongeon, mais ça fonctionne pas au niveau des personnalités. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? C'est rare que ça dure. Ah ouais? Ouais. On a vu des duos se défaire au fil des années, puis pas parce que ces personnes-là s'aimaient pas, soit que ça marchait pas, ou une arrêtait, l'autre continuait, ou des blessures. Mais dans notre cas, ça a été un parcours assez similaire. Puis, on était 2 plongeuses qui performaient bien au niveau individuel aussi. Okay. Fait qu'à l'entraînement, d'avoir quelqu'un du même niveau, c'est la meilleure façon de s'entraîner parce qu'on se poussait les deux, même si on se retrouve à compétitionner ensemble, mais le lendemain, on était une contre l'autre. Puis tu sais, je suis pas mauvaise perdante dans la vie. Ouais. Mais j'aime pas perdre. T'avais le goût de la battre. J'avais le goût de la battre. Elle avait le goût de me battre, mais c'était très sain. Dans le sens où j'avalais mieux la pilule quand c'est Megan qui me battait qu'une autre personne. Oui. Fait que, tu sais, c'est... Parce que je le sais, je la vois à l'entraînement, je le sais comment elle est bonne, tu sais. Fait que c'est pas... ça me dérangeait un peu moins. Puis en solo, c'était au 10 mètres aussi? Oui. Moi, le 3 mètres, je suis vraiment pas bonne. Ah ouais? Ouais. Mais 5-7 mètres, ça existe-tu, ça? Oui, c'est à l'entraînement qu'on l'utilise dans les compétitions juniors, surtout. Mais les Jeux olympiques, c'est seulement sur le 10 mètres. Puis naturellement, vous êtes rendu compte que vous étiez meilleur, là, dans le fond? Oui, complètement. Moi, j'ai jamais eu peur des hauteurs. Dans ma vie, je pensais que j'allais aux Olympiques aux 3 mètres, mais c'est parce que j'avais vu Annie Pelletier puis je voulais être comme elle. Fait que j'avais pas de référence, mais quand j'ai commencé à faire de la plateforme, j'ai fait « Oh no, moi, c'est pas le 3 mètres que je veux, c'est le 10 mètres. Fait que je savais que c'est ça que je voulais faire. Qu'est-ce que tu penses du tournant du plongeon vers le sport extrême? Avec l'arrivée de gros joueurs comme Red Bull qui rentrent dans ça. Avec le cliff diving. Puis Monster, puis ces affaires-là qui rendent le plongeon un petit peu plus mainstream, si on veut. Bien, c'est 2 sports complètement différents. Mais la plupart, c'est des anciens. C'est des ex-plongeurs qui font ça. C'est des acrobates, des anciens plongeurs. Surtout, je connais beaucoup de gens avec qui j'ai été aux Olympiques qui sont maintenant dans le circuit du haut vol. Parce qu'il y a une façon de gagner ta vie en étant sur le circuit avec des sponsors comme Red Bull. Ben oui, non, c'est sûr. Plus que Speedo, mettons. Là. Ouais. Pas mal plus, même. Ils te donnent pas juste un maillot de bain. Non. Mais, ceci étant dit, j'ai jamais manqué de maillot de bain. Non, mais écoute, même moi qui n'étais pas sur l'équipe nationale, j'ai jamais manqué de maillot de bain. Non, c'est ça. Mais oui, c'est 2 sports complètement différents. De un, parce que le plongeon, on n'arrive pas sur les pieds. Ouais. Le haut vol, c'est obligatoirement sur les pieds. Si tu tombes sur la tête, tu peux te tuer. Wow. Puis vraiment, c'est des acrobaties, c'est des sortes de plongeons qu'on voit pas en général. C'est sûr qu'ils utilisent les techniques de plongeon pour s'entraîner, mais c'est 2 sports complètement différents. Beaucoup de choses à réapprendre. Complètement. Moi, je pourrais tellement pas faire ça. OK, non? Non. De un, c'est bien trop haut. Ouais. Mais tu pourrais le pogner, là. Ben, moi, je suis montée sur la plateforme de 27 mètres du haut vol, juste pour voir. C'est très haut. J'avais pas peur, mais je sauterais pas. Ouais. T'avais pas le vertige à 27 mètres? Non. Le 10 mètres, c'est haut. Là. Ouais, le 10 mètres, une personne normale là, a le vertige. Vraiment le vertige. Ouais. Vraiment, mais vraiment. Tu te souviens-tu, quand t'es rentré, ben moi, j'étais pas là, mais c'est une histoire que j'ai entendue. Ça vaut la peine de la conter, je pense. Quand t'es rentré en sport-études en 4e année, les gars, dans le fond, il y avait 2 gars, dans le fond, qui étaient en 5e année, tu sais, qui étaient plus vieux, tu sais. Les cool. Puis là, lui, c'était le petit nouveau. Moi, je venais, en plus, en tout cas, moi, je venais de Chicoutimi. Ouais. Quand on est arrivé à Québec, on avait notre gros pick-up de Chicoutimi. Fait que c'était un gros pick-up de la campagne. Puis là, mon père, il vient me porter dans le pick-up. Puis il voit, tu sais, il voit les chars de l'école. C'était une école publique, mais comme sport-études. Fait que c'est des gens aisés. Puis là, il fait « Oh, OK, là, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, il me voit débarquer de ça. Non, mais l'histoire, c'est que le PLH voulait impressionner, tu sais, puis il voulait se faire accepter. Fait que là, il arrive sur le bord de la piscine. Puis là, hey, les gars, moi, je vous dis, je suis capable de sauter du 10 mètres. Puis là, les autres, c'est comme sans sac, tu sais. Puis là, 2 minutes après, t'entends « Ah! »
Puis je saute du 10 mètres, juste pour impressionner puis être cool. Mais n'empêche que, tu sais, à cet âge-là, là, c'était hot de sauter du 10 mètres. C'était haut, man. C'était haut, là. Puis genre, c'était pas tout le monde qui était game, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais les 10 mètres, c'est 33 pieds, ce qui équivaut à un édifice de 3 étages. Fait que, tu sais, pour ceux qui savent pas un peu à quoi ressemble la hauteur. C'est assez pour que si c'est pas de l'eau en bas, ça fait mal. Ouais. Tu meurs un peu. D'en bas, ça paraît pas si pire, mais d'en haut, c'est une autre game. C'est vraiment haut. Ouais. Le 27 mètres, ça, c'est une autre affaire. Ah, c'est un autre game, complètement. C'est très, très haut. Puis je sauterais pas. Non, parce que je le sais que ça va faire mal en touchant à l'eau. Tu sais, même si j'arrive dans le bon angle, les pieds dépointés, tout le kit, ça fait mal. C'est sûr que ça fait mal. Ouais, ça pardonne pas. Puis même les athlètes qui font ça, qui ont un petit degré qui est pas à la bonne place, se blessent sérieusement. Tu rentres vite en maudit dans l'eau, là. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Je ferais jamais ça. Je sais que les Morneau-Ricard, justement, eux autres, ils faisaient au village vacances sur le quartier, il y avait un spectacle de high dive, puis ils en faisaient, puis ils gagnaient leur vie comme ils gagnaient le travail étudiant qu'ils faisaient, c'était l'été, ils faisaient ça. Mais Olivier Morneau-Ricard, lui, il a fait des tournées un peu en Asie de spectacles. Là, il a fait sa qualification pour être arbitre, je pense. Oui, et là, il est sur le tour le circuit de high dive et il le fait aussi dans les compétitions internationales. Il est comme juge apprenti sur les compétitions internationales. Leur mère faisait ça, je pense. Oui. Hélène Morneau-Ricard était juge olympique avec nous à Rio. Puis elle, c'est ça, je connais cette famille-là depuis longtemps, là, depuis que je suis toute jeune. On a revu Max ça fait pas longtemps parce que c'est nos retrouvailles. 10 ans de secondaire. C'est drôle. Mais là, il est avocat maintenant, je pense. Oui, exact. Oui, c'est très sérieux, sa vie. Il avait sa petite chemise sérieuse. C'était pas le même Max. Non. En fait, c'est le même Max, pas de la même façon. Non, c'est ça. Est-ce que ça me fait penser les arbitres, parce que tantôt on parlait du fait que le plongeon, c'est un sport arbitré. Oui. La question m'avait popé dans la tête tantôt, mais on a parlé d'autres choses. Est-ce que des fois, ça t'est arrivé de te sentir jugé pas correctement par rapport à tes plongeons, puis dans quelle mesure, puis quel est le résultat de ça pour toi, tu sais, quand tu sens que c'est pas entre tes mains? Ben, il y a plusieurs fois où j'ai questionné les juges. Les scores. Le score en me disant comme... Comment? C'était vraiment meilleur que ça, là, tu sais. Mais tout de suite en le sachant ou après avoir vu des vidéos ou que ton coach je le sentais, puis même des fois, mon coach me dit, là, porte pas attention à ça, puis je le voyais pomper parce que lui aussi, il était pas d'accord, tu sais. Puis des fois, ce que j'appréciais de mon entraîneur, c'est que lui, tu sais, quand t'es dans son équipe, il est à fond avec toi, puis il va te défendre jusqu'au bout. Puis même devant les juges, où la majorité des entraîneurs vont rester sages parce que les juges, tu sais, il faut pas les déranger. Lui, au contraire, il s'élevait puis était comme non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Son plongeon était bon, ça n'a pas d'affaire à être pas bien noté. Tu sais, lui, il allait au devant de ça. Puis à la fin, il me dit, garde, il dit, tes plongeons... ton pointage aurait dû être meilleur. Les juges t'ont pas payé. Je ne sais pas pourquoi. Peu importe. Mais il nous a toujours appris à laisser ça de côté puis au contraire, à dire, tu veux me donner une pas bonne note? Ben moi, je vais te donner tout pour faire en sorte que tu n'as pas le choix de me donner une bonne note. Ça m'est arrivé une fois là, de regarder à la télé et de dire, je me suis fait voler. Je me suis fait voler la médaille d'or. Ça va tellement être tough. Moi, à ma dernière compétition, les championnats canadiens universitaires, mon objectif, c'était de gagner la médaille d'or à une des épreuves auxquelles je participais. Puis aux 50 mètres d'eau, tu sais, il y a la règle que tu peux pas dépasser 15 mètres sous l'eau. Il faut que ta tête sorte avant la bouée de 15 mètres. Puis aux 50 mètres d'eau, je sors de ma course, je suis premier de 4/10 de seconde. Après les préliminaires, je vais sans doute gagner la finale. Puis il annonce qu'il y a une disqualification dans le couloir 4 à ma vague à moi, c'est moi. Fait que là, je vais voir. Le juge, il dit, c'est sur ton deuxième 25, t'as dépassé 15 mètres sous l'eau. Puis là, moi, dans ma tête, je savais, tu sais, on le fait tellement souvent. Tu dis, je le sentais que ça valait X. J'avais fait 12 battements de papillon sous l'eau, puis je savais que c'était impossible que j'aille dépasser 15 mètres. C'était impossible. Il n'y avait aucune chance que ce soit arrivé, tu sais. Fait que là, on dépose un protège. Puis d'habitude, en natation, ils n'ont pas le droit de regarder les vidéos.
avant de prendre la décision. Même chose en plongeon, sûrement, quand ils regardent ils regardent jamais les vidéos. Ils regardent jamais les vidéos, c'est ça, exact. Puis là, il n'y avait pas le droit. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait du monde qui filmait les épreuves pour la web diffusion. OK. Puis ces vidéos-là étaient disponibles sur le bord de la piscine pour que tout le monde puisse regarder sa course. Ouais. Fait que là, moi, je regarde ma course, puis je sors à 12 mètres. T'avais pas dépassé. J'avais pas dépassé. J'étais même loin d'avoir dépassé. Puis quand je regardais cette vidéo-là, il y avait le coach du Rouge et Or, Nicolas Perron, qui était derrière moi. Puis la seconde qu'on a vu que je suis sorti à 12 mètres, il est parti. Marche rapide. Marche très rapide. Déterminé. Je l'ai vu faire le tour de la piscine. Je l'ai vu rentrer dans le bureau des juges. Quand il est ressorti, son gilet gris était rendu trempé au complet. Il est ressorti 10 minutes après. Il revient. Puis là, il dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Puis ils n'ont pas laissé? Ouais, finalement, le procès a passé. Ils ont dit, normalement, on peut pas utiliser la vidéo, sauf que là, c'est une médaille d'or. La vidéo est là. Ouais. Si on disqualifie, on va avoir l'air d'une gang de tout croche. Ouais. Fait que là, finalement, ils m'ont jamais dit c'était qui l'arbitre comme tel qui avait calé que j'avais dépassé 15 mètres. Puis finalement, j'ai gagné le soir. Tu sais, la finale. Ouais. Fait que j'aurais perdu la médaille d'or. Ah non, c'est ça. À cause d'une décision qui me revenait pas Ouais. dans un sport qui est chronométré. C'est ça. C'est Ouais. ça. Fait que c'est... Non, c'est... Faut faire avec, puis des fois, on n'est pas d'accord, mais... Par exemple, pour moi, cette fois-là, c'était ben trop évident. Là, la compétition a joué à la télé après, puis ils nous avaient juste coupé du montage. Il y avait juste... Parce que c'était trop évident qu'on gagne. C'était pas ça. Ouais. Oui, fait que nous, on est... Megan et moi, on est dans la salle de doping. Là, on est parce où, là? on est au Mexique. Coupe du monde? Et non, je ne vais pas dire quelle compétition. Okay. C'est plus On est au grave. Mexique. Non, c'est pas grave, c'est passé. On est aux Jeux panaméricains. OK, au Paname. Au Paname, au Mexique. Puis... Vous êtes arrivé deuxième? Deuxième. Ouais. Derrière qui? Qui a gagné? Les Mexicains. Les Mexicains. Ah, ouais. Ah. Non. Oui, mais on est... Là, après ça, on va au test antidopage. On est assis dans la pièce et là, on regarde la télé et c'est la rediffusion de la compétition. Mm-hmm. Puis là, on est comme, bon, on va regarder notre compé. T'sais, on le sait qu'on aurait dû gagner, mais on peut rien faire. T'sais, on a déjà eu notre médaille, tout le kit. Puis là, on regarde la compétition puis on est comme... Mais pourquoi on n'est pas là? On est arrivé deuxième. Pourquoi on Genre, on se battait pour... pas de bon sens. Ils nous ont... Ils nous ont coupé complètement de la compétition. Comme si vous n'existiez pas. Ils montraient la troisième place, tout le monde, les équipes. jusqu'à la 8e équipe, mettons. Là. Oui, ils montraient toutes les équipes, sauf nous. Ils ont montré notre premier plongeon et c'est tout. Ah non. Puis les juges, c'est des juges internationaux ou mexicains? Internationaux. Ah ouais? Mais pourquoi ils se sont fait acheter? Ben, mais non, mais on peut juste se rappeler... Sylvie Fréchette? Non, les patineurs artistiques, le Sally Pelletier. Ah, ben oui, Jamie Sally, David Pelletier. Jamie Sally, David Pelletier qui font la performance de leur vie. La juge française. Une performance parfaite, puis il y a une juge qui drop un 6, là, ou de quoi de même. Je sais pas c'est quoi les scores en patinage artistique. Elle devait faire gagner les Russes. Ils perdent la médaille d'or, mais finalement, c'était des mois plus tard. Ils se sont fait donner la médaille d'or avec une excuse parce que c'était sorti. Comme 2 jours après, ils étaient sur place encore. Ils ont eu leur médaille d'or. Parce que c'était sorti qu'elle s'était fait acheter. Hey, t'imagines-tu? Mais c'est comme dans tout, il y a de la magouille et de la corruption dans le sport, comme dans tous les domaines. Là. Même cette histoire-là, j'en reviens pas, par exemple. Ça a tellement dû. J'étais tellement fâchée. C'est sûr. Ouais. Mais on est sur le podium puis on a le gros sourire pareil parce que on n'a pas le choix, mais à l'intérieur, on le sait qu'on aurait dû gagner. Mais les Jeux panaméricains après, ben on a gagné. Fait que on s'est un peu reprise. Ouais. Puis en Chine, est-ce que c'est les Chinois qui ont gagné? Mais t'as pas besoin d'être en Chine pour que les Chinois gagnent. C'est ça. Ils gagnent anyway. Ils gagnent partout. C'est ça. Est-ce que ça, en natation, je sais que souvent, mettons, aux Olympiques, tu sais, t'as 2 nageurs par épreuve par pays. Ouais. Souvent, mettons, la personne qui arrive, ça c'était plus vrai, mettons, dans les années de Michael Phelps, là, mais la personne qui arrivait 3e, c'était pas la 3e meilleure au monde. Parce que la réalité, c'est qu'il y avait 4 Américains qui ont les 4 meilleurs temps au monde. Ouais. Sauf qu'il y en a juste 2 qui sont dans l'épreuve. Est-ce qu'en plongeon, par exemple, aux 10 mètres, est-ce que si la Chine avait le droit d'envoyer 10 personnes... Ça serait les 10 premiers. Ce serait les 10 premiers. Il y a de fortes chances. Ah ouais. Ouais, parce mais ils sont tellement beaucoup.
Puis c'est leur sport international. Exact. Leur sport national. Ouais. Leur sport interplanétaire. Ouais, c'est ça, ils dominent la planète. Mais le bassin est tellement grand en population que si un se blesse, il y en a tout de suite un pour le remplacer qui est au même niveau, sinon meilleur. Fait que... Les autres, leur sélection olympique doit être quand même un cauchemar. Ah non, c'est ça. Mais je regardais sur YouTube quand je plongeais les nationaux chinois, puis... Ouais. Je ferme ça tout de suite. Je veux pas savoir. C'est décourageant d'avoir la petite de 10 ans être meilleure que toi à 20 ans. Là, c'est c'est quelque chose. Mais c'est fou de penser ça, tu sais. Que, mettons que tu faisais un championnat du monde, mais littéralement un championnat du monde avec tout le monde, sans limite par pays. Tu sais, il y a des sports qui des seraient pays juste... qui domineraient des sports complètement. Le ski de fond, genre la Norvège serait juste au-delà de tout le monde. Là, déjà, ils sont là puis ils gagnent des championnats du monde, 3 médailles d'or, mais ils ont le droit à 3 médaillés sur le podium, ils ont le droit à 3 par épreuve. T'imagines les petits Chinois qui regardent les Jeux olympiques puis ils disent « Hey, elle qui est arrivée deuxième, je suis vraiment meilleure qu'elle, mais je suis pas là. » C'est ça. Ça doit être... même pour nous, plus jeunes, des fois, on regarde des autres pays qui ont eu un spot olympique, puis on est mieux performant qu'eux autres, puis on est comme, c'est parce que moi, dans mon pays, j'étais peut-être 5e, mais dans le leur, j'aurais été première. T'sais. Ouais, puis tu sais, tu regardes justement les Olympiques, juste en natation, par exemple, t'as les semi-finales qui sont les 16 premiers. Qui sont ultra relevés, là. Sauf que ça drop vite après ça. Il y a plus que 16 personnes. Il y en a peut-être 50, 60 par épreuve, sauf que après ça, ça descend vraiment rapidement. Tu as du monde des Africains qui ont un spot de natation, mais qui n'ont jamais nagé sans lunettes. Oui. Ouais. J'avais vu ça au jeu. Mais c'est le fun parce qu'à la fin, tu te dis il y a de la place pour tout le monde aux Jeux olympiques. C'est super inclusif. Puis... les athlètes encouragent à finir leur course. C'est un beau défi personnel aussi. Là. Fait que de cette façon-là, c'est le fun de voir ça aussi. Puis à un moment donné, ceux qui sont à la maison puis qui sont fâchés, ça sera leur tour. À un moment donné. Puis il y a une question qui revient souvent quand on parle de sport amateur puis d'Olympique particulièrement, c'est la question du doping. En plongeon, est-ce que c'est quelque chose qui arrive? Est-ce que c'est quelque chose que entre les branches, on connaît? Est-ce que c'est quelque chose qui... Pas vraiment. C'est pas vraiment un sport que t'as ça de... Ça sert absolument à rien de se doper pour plonger. Ben non, parce que... c'est un sport artistique, c'est un sport où si tu décides de te doper pour avoir plus d'énergie, tu vas sauter plus haut, perdre tes repères spatials puis rater ton entrée à l'eau. Mais en entraînement, mettons, tu peux faire plus de volume peut-être si t'es dopé. Ça sert absolument à rien. Pas en tout. Si t'es plus lourd, tu seras pas capable de faire tes plongeons parce que si tu prends de la masse, il y a vraiment là, aucun avantage à prendre de la drogue dans un sport comme le plongeon. Il y en a qui se sont fait prendre parce que c'est quoi, dans un party un peu de cocaïne. C'est des niaiseries de même, là, dans le sens où pour améliorer ta performance, tu vois pas ça en plongeon. Puis est-ce que tu parles de poids justement qui peut modifier les repères? Est-ce que toi, dans tes années de compétition, est-ce que tu avais un poids que tu voulais avoir le matin de ta compétition pour que les repères soient parfaitement là, ou bien tu variais un petit peu, c'est pas très grave? Là, moi, ça n'a jamais fonctionné en termes de poids, mais c'est sûr qu'on porte un costume de bain, fait que ça laisse pas place à... ça cache pas grand-chose. Fait que ça laisse pas place à l'imagination. C'est ça. Mais ça cache pas grand-chose. Fait que, tu sais, évidemment, c'est un aspect qui est important, que moi, dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de difficultés avec, mais pas tout... de façon saine, dans le sens où je devais travailler très fort pour avoir une bonne shape. Puis j'ai l'impression que c'est à la fin de ma carrière que j'ai atteint cette shape-là. Puis c'était tout le temps quelque chose qu'on me rappelait, mais on me pesait pas devant tout le monde. On me disait pas tu dois peser tant pour être bonne. Est-ce qu'il y a cette mentalité-là en plongeon? Dans certains autres pays ou un programme d'entraînement que tu dois peser telle chose. Oui, qu'il y a une certaine pression de peser devant les gens. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y a de pression. Moi, j'avais ma nutritionniste quand elle me pesait ou prenait mon pourcentage de gras, c'était tout le temps toute seule avec elle. Jamais devant les autres. Et
Et ma nutritionniste me demandait si elle voulait que je partage mes résultats avec mes entraîneurs. Sinon, elle devait le garder pour elle seule. Okay. C'est bon. Fait que comme des histoires d'horreur de ça. Mais justement, c'était à cause des histoires un peu intenses qu'elle a fonctionné comme ça. Puis moi, c'était ma façon de fonctionner. Tu sais, je voulais le gérer pour moi, de le faire de la bonne façon. Puis c'est elle qui me gérait. Fait que pour moi, ça m'a aidé vraiment, vraiment beaucoup là, dans ma carrière. Là. Ça vraiment, elle a fait beaucoup de différence dans ma vie en général. Là, parce que se nourrir pour s'entraîner, il faut l'apprendre. C'est tellement difficile dans le sens où c'est super complexe. OK, je m'entraîne, il faut que j'aie de l'énergie. Mais là, c'est parce que si j'ai trop mangé, je vais me sentir lourde, je suis pas capable de faire mes plongeons. Mais je plonge toute la journée, qu'est-ce que je fais? Fait il y a vraiment une éducation à être faite pour apprendre à bien se nourrir selon l'horaire de la journée. Puis ça te sert toute ta vie, ça. C'est vraiment... C'est des bonnes connaissances à avoir. Absolument. Ouais. Puis tu sais, si tu te nourris pour la performance dans ta vie, tu vas bien manger. C'est parce qu'au moins, tu as la conscience de ça. Oui. Tu sais c'est quoi, tu sais. C'est ça, parce que c'est drôle maintenant. Je vais soit au restaurant puis je me commande un bol de salade. Puis là, les gens me disent « Pourquoi tu vas au resto pour manger de la salade? » Mais j'aime ça. Mais oui, c'est ça. Tu sais, j'ai été habituée à me faire ça ou... Moi, j'aime ça dans la vie, manger ça. Je me prive pas, là. Ça va. Ça va. Je suis très contente de manger ma salade, là, tu sais. Mais... Puis bien manger, c'est une habitude que quand tu prends... ça fait du bien à long terme. T'sais, tandis que manger quelque chose de vraiment bon, c'est comme tu vas peut-être avoir une espèce de plaisir instantané, mais après ça, des fois, tu te sens pas le champion. Là. Non, c'est Tandis que bien manger, tu te sens champion tout le temps. Ouais. Mais c'est vrai, parce que quand tu mets des aliments sains dans ton corps, tu vas bien te sentir. Il y a tellement des aliments qui sont bons. Ce sont antioxydants. Il y a plein de bénéfices qui aident des super aliments. Puis tout ça, fait c'est sûr que tu sois athlète ou pas athlète, de bien se nourrir fait toute la différence. Si tu as une longue journée au travail, nourris-toi bien parce que sinon, tu passeras pas au travers. C'est la même chose. Là. Ton corps, c'est ta voiture. Faut que tu mettes du gaz pour que ça marche. Fait que c'est un bon outil. Un bon background à avoir qui m'aide vraiment à la retraite. Écoute, c'est clair. Combien de fois tu vois ou tu entends parler d'ex-athlètes qui ont complètement échappé niveau nutrition. Parce que tu continues à te nourrir avec un apport calorique aussi gros que tu avais quand tu en dépensais 4000 par jour. C'est ça. Puis là, tu te rends compte que tu n'en dépenses pas 1500 par jour. Puis ça commence à monter vite. C'est ça que je trouve dur. Je passe, mettons, de 30 heures d'entraînement par semaine à si j'en ai fait 5 dans une semaine. Je suis comme, c'est ça. C'est ça qui est dur. Là. J'étais habituée à bouger tout le temps. Ou j'arrive le soir chez nous, je suis pas capable de dormir parce que j'ai pas assez dépensé d'énergie. Fait que il y a ça à gérer aussi. En même temps. Puis tu fais quoi comme activité physique maintenant? Un peu de tout. Moi, là, j'étais plongeuse. J'étais pas d'autre chose. La cote, on le sait. Fait que moi, là, je sais c'est quoi. Le vélo, le ski, peu importe, toutes les activités que les gens sportifs font, là, j'avais jamais fait ça. Fait que je me suis acheté un vélo de route. J'ai commencé à faire un peu de vélo de route. Cool. J'ai skié pour la première fois de ma vie cet hiver. Ah ouais? Mais, ça a bien été? Oui, je me suis pas fait de mal. Mais là, je m'entraîne, je fais un peu bootcamp. Faut que ça soit en gang. Je peux pas m'entraîner toute seule. Je vais pas au gym à courir sur un tapis ou à lever des poids. Faut que ça soit encadré, classe de groupe. J'ai fait beaucoup de CrossFit, mais mon corps est tanné de forcer fort. De lever des charges. De lever des charges. Je fais ça, puis c'est le fun, c'est rough. J'aime vraiment ça. J'aimais vraiment ça parce qu'il y avait un sentiment d'accomplissement, de dépassement de soi, ce que je retrouve aussi dans le genre de bootcamp, d'entraînement super complet que j'adore aussi, mais mon corps m'a dit... Les poids externes. Les poids, là. Il s'est passé la même chose avec moi. Mes 2 dernières années, j'étais dans le gym 5 fois par semaine, puis je levais des grosses charges. C'est parce que je faisais du sprint, puis c'est des petits efforts, un petit peu comme le plongeon. C'est des efforts ultra quick. Là. Puis là, j'ai recommencé à essayer d'aller au gym, puis mes articulations...
ils sont brisés là, complètement par des années à faire les mêmes choses. Fait que là, je fais autre chose qui n'a pas de poids externe. Non, c'est ça. Je peux plus lever des grosses charges. J'ai trop mal dans le dos. J'ai mal aux genoux. Ça reste. Ça reste. Tu sais que ça va rester. C'est ça. Puis pendant ma carrière, je disais tantôt, je n'étais pas blessée jamais, mais c'est parce que j'avais 3 spécialistes par semaine qui s'occupaient de mon corps. Là, c'est plus ça. Là. J'ai plus cette équipe-là qui me suit tout le temps. Fait que, si je vais voir mon ostéo puis le masso une fois par mois, c'est bon. Parce que je les paye maintenant. Oui, c'est ça, exact. Puis ça coûte cher. C'est pas donné. Travaille pas à 12 piastres heure. Non, c'est ça. Fait que, ça fait une bonne différence. Fait que j'ai trouvé comme cet entraînement-là qui me permet de me sentir bien aussi puis de dépenser de l'énergie. Parce que le plongeon, c'est 0 dépense énergétique. Non, c'est ça, Tu montes les escaliers jusqu'au 10 mètres, mais tu sautes en bas, c'est tout. C'est ça. C'est ça. C'est peut-être un problème aussi, tu sais, d'essayer de garder le fitness. Quand tu fais, mettons, je sais pas, tu plongeais pour combien d'heures par semaine, mettons, quand tu en faisais le plus? Je m'entraînais 6 heures par jour. Puis c'est des pratiques de 2 heures à peu près, là, dans 1h30, 2 heures dans l'eau, le reste un peu physique. Ma deuxième pratique dans la journée, même chose, 1 heure, 1h30 dans l'eau, le reste à l'extérieur, exercice physique. Après ça, j'allais dans le gym faire de la muscu, qui était un genre de full body workout un peu, là, mais... Parce qu'effectivement, comme tel, le plongeon, tu sais, mettons, la natation, tu t'entraînes, tu fais ton cardio dans la piscine. Tu sais, tu prends un congé l'été, t'as pris 10 livres, puis tu recommences à plonger, tu te dis pas, c'est correct. Il va s'en aller en plongeant. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas la même chose, c'est ça. Je vais m'entraîner un peu en dehors, je vais le perdre un peu, mais c'est parce que... Non, c'est ça, c'est pas suffisant, là. Fait qu'il faut que tu fasses attention un peu tout le temps. Mais au moins, ça reste après. Oui. T'as la conscience de ça. Ah non, c'est ça. Moi, c'est vraiment important de faire attention à mon corps puis à comment je m'en occupe, là, parce que c'est ça qui me suit tout le temps. C'est ça qui va rester jusqu'à la fin. Je veux me sentir bien aussi, là, fait que sans que ça devienne un peu... Ça, la beauté du sport aussi, justement, que les leçons que tu apprends là-dedans, les habitudes que tu prends, ça te suit tout le temps. C'est ça que j'essaie d'encourager les gens aussi qui bougent un peu moins, de dire, mais c'est parce que quand tu fais de l'exercice, t'es plus alerte, t'es plus concentré, ça t'aide dans la vie, ça à évacue. Long terme, exact. Souvent, ce que je trouve drôle maintenant, c'est que je disais, le sport était la source de mes problèmes. Maintenant, j'utilise le sport pour oublier, pour régler mes problèmes, pour évacuer, puis pour penser à autre chose. Fait que, il y a une bonne transition qui se fait quand même. Fait que ça me permet de garder le sport dans ma vie. Puis c'est souvent c'est simplifié à l'aspect physique, mais c'est l'aspect esthétique, là, dans le sens que tu fais du sport pour être fit, pour être mince. Pour avoir ton beach body. C'est tellement plus que ça. Là, les bénéfices, c'est tellement plus large que ça. Ça va énormément plus loin que ça. C'est une conséquence, mais c'est banal à comparer de tous les autres bénéfices que ça t'apporte. C'est clair. Mais c'est ça que j'essaie le plus souvent de dire aux gens. Oui, tu le veux peut-être ton beach body, mais c'est pas pour ça que tu devrais faire du sport. Ben non, c'est clair. C'est vraiment pas pour ça. Fait que, tu sais, parce que tu vas te sentir bien, puis peut-être que tu vas l'avoir, le corps que tu veux. Ça peut être ton objectif, il y a aucun problème. Mais ça devrait pas être ta motivation primaire de dire... juste parce que je veux avoir l'air de tout ça, je vais faire ça. C'est un mode de vie, ça a des bénéfices dans ta tête, sur ton corps. C'est un style de vie qui permet d'être bien. Fait que, c'est pas tout le monde qui est capable de faire la transition de sport loin d'être sport professionnel, mais de sport d'excellence à sport casual. Mais c'est ça qui est dur aussi, parce que quand, mettons, je vais dans un gym puis que là, tout le monde sait que je suis allée aux Olympiques, pense que je suis full bonne dans tout. Puis c'est pas ça, pantoute. Ils s'attendent de te voir faire des muscle-up sans arrêt. Oui, c'était comme à toi, c'est facile. Je suis comme, non, je suis pas capable de faire ça. Oui, je suis capable d'aller amener mes jambes à la barre en faisant des toast to bar. T'es encore capable de faire ça. C'est ça, il n'y a pas de problème. Jusqu'à 85. Je peux marcher ses mains, ça me dérange pas. Je peux te faire un backflip, ça me dérange pas. Mais tu sais, de faire des gros exercices, faut que tu me le montres. Oui, j'apprends vite, j'ai une conscience du corps peut-être plus développée que les autres, mais je suis pas bonne dans tout. Puis il y a une affaire d'ego aussi pour un athlète de haut niveau de plus être au top, là, d'arrêter, puis là de revenir, puis d'être à un niveau normal ou savoir que tu serais pas capable de faire le niveau que tu as atteint. Mais moi, j'ai pas d'orgueil dans le sport. Dans le sens où je suis willing d'essayer tout.
parce que j'aime ça. Si je suis poche, j'ai du fun. Ça me dérange pas. Puis ça me dérange pas de regarder les autres me trouver poche. Peut-être parce que dans la vie, j'ai fait d'autres choses que j'étais pas poche. Mais j'ai fait mes preuves. J'ai fait mes preuves. Fait que dans le sport, c'est correct. Mais je suis game. Fait que ça me dérange pas de... j'ai pas peur du ridicule dans le sport. Là. Je sais patiner, mais je suis pas bonne. C'est correct. Puis, ça va, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais je le fais pareil. Au lieu de rester assis et regarder tout le monde, je le fais. C'est clair. Une bonne façon de faire ça. C'est bien plus fun de faire ça de même. Mais oui. Mais on parlait de ça justement tantôt. Toi, tu as joué au hockey, tu as fait d'autres sports quand même. Moi, là, tout ce qui est soccer, hockey, tout ce qui demande de l'habilité, Chris, que je suis pas bon. Pour vrai, ça n'a aucun sens. Je peux courir, je peux faire du bike, je peux nager. C'est pas mal ça. Toi, tu as découvert le sport en endurance, c'est ton truc. Mais là, j'ai commencé le CrossFit, justement. OK. Ça, je trouve ça cool. Là, ça fait 1 an et demi que j'en fais. Puis, justement, ça me ramène à l'aspect de gang, l'aspect d'avoir un coach. Tu arrives, il y a un entraînement au tableau, il t'explique c'est quoi, tu le fais en gang, tu te dépasses, c'est cool. Fait que ça, j'aime vraiment ça, tu sais. Puis tout le monde s'encourage. C'est comme... C'est vraiment une belle vibe. Oui, c'est un esprit de gang. Oui, c'est compétitif, mais tout le monde t'encourage. Tout le monde est là pour toi, pour te supporter, pour t'aider à atteindre un autre niveau, à atteindre un autre objectif. Ça, j'aime ça de ce monde-là du CrossFit. Vraiment. Puis tu sais, il y a des écoles de pensée, il y a du monde qui critique. Je pense que ça dépend vraiment de quel gym où tu vas. Faut que tu trouves... Parce que je pense pas que, mettons, la qualité d'entraînement est égale partout, parce que c'est pas nécessairement si standardisé que ça. En même temps, si tu as 30 personnes qui font du CrossFit et qu'il y a un entraîneur, là, il y a un problème. Ouais, c'est ça. Parce que tu peux pas regarder tout le monde en même temps puis les corriger. Il y a des moves techniques. Là. Et il y a des égos là-dedans qui disent « Moi, je veux lever la charge que mon voisin lève, fait que je vais le faire. » Mais le coach le voit pas, il se blesse parce qu'il y a trop de monde. Fait qu'il faut que tu trouves un gym où, oui, tu as une gang qui est un peu moins, qui a moins de personnes, mais qui est là pour te regarder puis pour te guider dans ça. Puis à partir de là, il n'y a aucun problème. Ouais, exact. Ouais, puis c'est juste un entraînement complet, rapide à faire. Ah oui! Mais tu sais, il y a la mentalité que chaque jour est une race. Là, dans le fond, qu'à chaque entraînement, tu vas te racer avec le voisin. C'est le fun parce que c'est motivant puis c'est compétitif. Mais ça a ses effets qu'un entraînement sérieux, t'es pas à bloc tout le temps, là, normalement. Là, mais ce qui est le fun aussi, c'est que c'est jamais pareil. Il y a des exercices qui reviennent, ça c'est sûr, mais tu fais pas le même entraînement à tous les jours. Ça varie beaucoup. Là. Puis au lieu de te spécialiser dans une discipline, c'est très généraliste. Fait que ça, c'est cool. Ça. Vraiment. T'apprends un peu d'acrobatie, un peu de gym, un peu d'haltérophilie, de la course du rameur. Cardio en masse. Même dans les compétitions, il y a de la natation, même des fois. Il y a une sorte d'affaires. J'ai vu dans les CrossFit Games, il y avait comme 42 km de rameurs. Ah oui, ils ont fait ça. C'est l'enfer. Un marathon de rameurs. Oui! C'est l'enfer. Oh yes. Ah ouais. Des fois, c'est un peu random, par exemple, tu sais, les affaires qui... Ben, tu sais, c'est sûr que ça... Mettons que t'es nageur et tu regardes le CrossFit, la nage, tu trouves ça ridicule. Ben oui, c'est clair. Parce qu'ils savent pas nager à moitié, tu sais. Puis un nageur là-dedans finirait 10 minutes avant tout le monde. Sauf que c'est tellement justement large que. Mais souvent c'est des gens qui sont vraiment bons en haltérophilie. Là. C'est vraiment. Au CrossFit Games. Puis qui ont un bon cardio, sont capables de courir. T'sais. Mais ouais, c'est ça. T'sais, des affaires plus random que la natation. En eau libre en plus, tout le monde se pilait, tout le monde se punchait, tout le monde se tirait. C'était vraiment pas chic. Là. Mais c'est un beau sport. Mais ouais, c'est le fun. C'est le fun. Moi, je pense qu'il faut juste que tu trouves un sport que t'aimes et que t'as le goût de faire. Plusieurs fois par semaine. Pour te garder motivé. C'est ça la chose la plus importante. C'est plus important ça que d'avoir le programme parfait. Puis, trouve de quoi que t'aimes, fais-le régulièrement. Mets-le dans ta routine. Parce que s'il n'est pas intégré à ta routine, tu le feras jamais. Si tu intégrais ta routine et que c'est bloqué ce temps-là, je fais ça, ça va marcher. Puis ça prend des mois avant que ça soit vraiment intégré. Mais une fois que c'est là, c'est même plus difficile. Une fois que c'est intégré dans ta routine, depuis longtemps, c'est plus un effort à chaque fois. Faut que j'aille m'entraîner, ça me tente pas. Non, ça fait partie de ta journée. De toi, ça fait partie, c'est normal. Ta journée n'est pas complétée tant que c'est pas fait. C'est ça. Puis, nous autres, on a fait du sport longtemps, toi, beaucoup plus longtemps que moi. Puis quand on a fait jeune aussi, ça reste tellement intégré dans toi qu'une semaine sans faire du sport, c'est comme, je me sens comme une crotte. Il faut que j'aille faire du sport. C'est de l'énergie, il faut que ça se dépense. Ouais, exact. Puis tu sécrètes de la dopamine, puis tu sécrètes des affaires qui fait que
t'as une addiction à ça, mais c'est une bonne addiction parce que ça n'a aucun effet négatif, c'est juste des effets positifs. Ouais. Ça a juste des bienfaits, le sport, tu sais. Ouais. Ou presque. Cool. Ouais, cool. Sur ce, merci beaucoup. Hey, merci à vous autres, c'est le fun. Ouais, vraiment. Merci d'être là. C'était une super belle discussion. Ça me fait bien plaisir. Merci. Très contente. Yeah. Hey, what's up, c'est PH. Salut, c'est Dom. On va sortir un nouveau podcast à chaque semaine. Donc, pour nous suivre, subscribe dans YouTube, like notre page Facebook, puis suis-nous dans l'application Balado dans ton téléphone. Tu peux aussi commenter les personnes que tu souhaites qu'on reçoive sur le podcast. Peace out! Bye!